Ici Sophie-André Blondin, voici les années-lumière. Les horloges atomiques sont déjà assez époustouflantes. Elles peuvent dériver d'une seule seconde en 30 milliards d'années. Mais dans le monde de la mesure du temps, on pourrait faire encore mieux. Des horloges nucléaires qui seraient 10 fois plus précises. Mais pourquoi? C'est comme toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute de cette édition des Années-Lumière pour laquelle l'équipe est réunie en studio. Bonjour, équipe. Bonjour, Sophie. Équipe Alexandre Touchette, tiens, membre de l'équipe. On atteint effectivement des niveaux de précision qui sont assez difficiles à imaginer quand on mesure le temps aujourd'hui, n'est-ce pas? Ben oui, dans des bonnes conditions, vous savez, une simple montre à quartz, ça peut perdre seulement une seconde à tous les 10 ans. Moi, ça me semble suffisant, oui. Mais ça ne l'est pas pour les physiciens. Et donc, les horloges atomiques, vous l'avez dit, elles peuvent perdre une seconde tous les 30 milliards d'années, les meilleures. Et là, on va parler d'une nouvelle génération d'horloges, les horloges nucléaires. Et elles pourraient multiplier par 10 cette précision. Incroyable. Là, Gino, où on est de plus en plus précis ou efficace aussi, c'est avec les technologies qui nous permettent de mesurer la tendreté ou la dureté de certains organes. Oui, parce que bien sûr, il y a la palpation qui se fait au toucher par le médecin dans la salle d'examen, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une technologie d'imagerie médicale pour évaluer donc la rigidité d'un tissu humain, d'un foie, par exemple. Oui. On fait vibrer le foie et puis on en prend des séries d'images. Ça s'appelle l'élastographie et ça peut nous en apprendre beaucoup sur la santé d'un organe. Le neurochirurgien David Fortin signe un nouveau livre de vulgarisation sur le cerveau. C'est un ouvrage qui évoque et l'infiniment grand de l'univers et l'infiniment petit dans nos synapses et beaucoup aussi la montagne de connaissances qu'on ne maîtrise pas encore au sujet du cerveau. On lui parlera plus tard. Jean-François Boutillette, peut-être un peu moins étourdissant que tout ça de s'imaginer dans la forêt amazonienne en train de cueillir des fruits, en plus des fruits qui seraient excellents pour notre santé. Camus, retenez le nom de ce fruit exotique qui contient un tanin apparemment capable de dégraisser votre foie, de renforcer votre système immunitaire ou de vous aider à vaincre votre cancer. On parlera des fossiles en Alberta en passant par le Brésil. Vous verrez comment on va faire ça. On a eu aussi des images fortuites, inattendues d'éléphants de mer dans les grandes profondeurs en Colombie-Britannique. Et de les voir comme ça permet d'en apprendre un peu plus sur ces mammifères marins. Je vous en ai déjà parlé à quelques reprises, mais là, j'ai vraiment plus d'informations pour vous. Notre émission, je vous l'ai déjà dit, fête ses 30 ans. Cet automne, là, ça fait 30 ans qu'on vous informe sur l'actualité, sur la culture scientifique à tous les dimanches. Et là, vous êtes invités, vous qui nous écoutez et qui passez par la région de Montréal, à venir souligner notre anniversaire avec nous en studio. On va diffuser une émission spéciale. C'est donc en direct. C'est le dimanche 29 septembre. Ça se passe à la nouvelle maison de Radio-Canada à Montréal. Si ça vous intéresse d'être des nôtres, d'être avec l'équipe que vous entendez à chaque semaine, avec des complices de l'émission, parce qu'on vous prépare un petit menu qui ne sera pas piqué des verres pour parler de ces 30 dernières années en sciences et en vulgarisation scientifique, si vous voulez être là, vous devez réserver. Il faut vous inscrire. Vous le faites à l'adresse suivante. C'est le moment de sortir papier, crayon ou la bonne mémoire. radio-canada.ca/30 ans. radio-canada.ca/30 ans. C'est là que vous devez vous inscrire. On a très, très, très hâte de vous rencontrer pour cette émission qu'on vous prépare. En attendant, parce qu'on va quand même patienter, on va plonger dans l'univers des sciences judiciaires. Là aussi, il y a des percées scientifiques qui améliorent les capacités des policiers à élucider des crimes, par exemple. Et dans ce sens-là, il y a des travaux qui ont été publiés cette semaine qui sont en lien avec des techniques d'identification des criminels avec l'ADN. C'est issu de recherches menées à l'Université de Toronto sur la différenciation entre les ADN des agresseurs et des victimes. Travaux donc qui offrent une alternative plus rapide pour traiter les échantillons qui sont recueillis, par exemple, avec les trousses d'urgence médico-légales qui sont utilisées dans des cas d'agression sexuelle. Les travaux ont été publiés dans la revue Advanced Sciences. On fait état dans cet article-là de la réticence des victimes à déclarer les crimes de nature sexuelle, souvent, et c'est ce qui est mentionné par les chercheurs, parce que le public a une perception négative de la lenteur du processus d'examen de l'ADN.
Et ça nous a fait demander d'où viennent ces possibles délais. Est-ce que c'est vraiment lent? Est-ce que le fait d'avoir à départager l'ADN de 2 ou de plusieurs personnes dans un même échantillon, ça fait partie des raisons pour lesquelles ça pourrait être lent et compliqué? Pour répondre, on a invité Nicolas Tremblay, il est spécialiste en biologie judiciaire au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, dans les échantillons qu'on recueille sur un lieu de crime, on peut par exemple, recueillir des échantillons biologiques comme du sang. Bien, ça, on s'imagine que ça appartient à une seule personne quand c'est du sang. Mais dans des cas d'agression sexuelle, là, on se retrouve avec des échantillons qui sont un petit peu plus complexes. Oui, les échantillons vont être un peu plus complexes, puis c'est un peu ça qui était retracé là, dans l'article, parce qu'on va se retrouver avec un mélange de fluides corporels. Oui. Si on y va avec un scénario là, d'agression sexuelle, un homme sur une femme, bien, souvent, il va avoir de la pénétration vaginale, puis il risque d'avoir éjaculation, et là, il va avoir du liquide séminal avec des spermatozoïdes qui vont être déposés au niveau de la cavité vaginale. Puis, à ce moment-là, bien, quand il va y avoir la trousse médico-légale qui va être prise à l'hôpital quand la personne va porter plainte pour essayer d'aller recueillir les preuves là, pour d'éventuelles poursuites judiciaires, bien, on se retrouve avec un mélange des fluides corporels de la femme et bien sûr des fluides corporels de l'homme. Donc, c'est un échantillon un peu plus difficile à traiter. Il faut départager. Parce que peut-être qu'on a regardé trop de télévision, trop de films ou lu trop de romans aussi. On s'imagine que ça prend une seule cellule pour aller chercher l'identité génétique, le profil génétique de quelqu'un, mais c'est plus que ça prend plus que ça. Ça va prendre plusieurs cellules, puis aussi en biologie judiciaire, puis souvent ce qu'on voit pas dans les téléséries, c'est qu'on a des échantillons qui vont avoir une qualité qui va être différente, selon si ça vient, l'agression vient de survenir, puis c'est pris tout de suite, ou si, par exemple, ça fait 5 jours. Puis, au niveau des techniques qu'on a pour aller démélanger ces ADN-là, bien, au niveau des dossiers d'agression sexuelle, on peut agir en amont, donc on peut aller séparer les spermatozoïdes qui appartiennent à l'agresseur du reste de l'échantillon. Puis ça, c'est en utilisant des techniques là, de biologie moléculaire vraiment classiques. Puis pour faire ça, on se base sur vraiment je vous dirais les propriétés de ces cellules-là. Tu sais, quand on pense à la fonction biologique d'un spermatozoïde, bien, c'est d'aller jusqu'à l'ovule pour la fécondation. Oui, il faut que ça soit fait fort. Il faut que ce soit fait fort, exactement, parce que dès qu'il est en contact avec l'environnement vaginal, c'est un pH un peu acide, il y a le système immunitaire de la femme qui est tout là pour essayer de l'empêcher de se rendre, si on veut, jusqu'à l'ovule. Puis c'est vraiment les plus forts, là, c'est vraiment, il va y avoir des millions de spermatozoïdes. Puis ça va être quelques centaines, quelques milliers qui vont se rendre jusqu'à l'ovule qui vont avoir une chance de gagner cette course-là. Donc, le spermatozoïde, autour de sa tête, bien, il y a une enveloppe de protéines qui est résistante. Oui. Puis, quand on va aller démélanger, si on veut, l'ADN de l'agresseur, de l'ADN, par exemple, de la victime, bien, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire éclater les cellules, mais avec une solution qui ne fera pas éclater les spermatozoïdes qui sont intacts, qui sont protégés. Donc, les cellules les plus fragiles, donc celles qui devraient provenir des liquides de la femme, puis de l'homme comme son liquide séminal, ces cellules-là vont exploser. Puis on va avoir un mélange d'ADN ou beaucoup d'ADN de la femme qui vont être là. Puis ce qui va rester, c'est les spermatozoïdes qui n'ont pas éclaté parce qu'ils étaient protégés par cette enveloppe de protéines-là qui est résistante à la solution qu'on utilise. Mais ça veut dire que quand on recueille ces échantillons-là, ça prend nécessairement des spermatozoïdes. S'il n'y a pas de spermatozoïdes, le départage entre les ADN de victime et d'agresseur devient presque impossible ou plus difficile? Ça ne devient pas impossible, ça demande des techniques qui sont différentes. Donc, quand on a des spermatozoïdes intacts, on est capable d'aller faire cette séparation-là, puis on se retrouve avec 2 résultats ADN. On a le résultat qui est le résultat du mélange, là, des cellules un peu faibles, puis on va avoir le résultat où on espère avoir seulement des spermatozoïdes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dépendant des proportions, puis à quel temps l'échantillon ont été recueillis, c'est pas une technique parfaite, là, c'est pas coupé au couteau où on se retrouve toujours avec ce résultat-là. Mais en biologie judiciaire, on a des outils qui nous permettent d'aller démélanger les ADN des gens, même quand c'est mélangé. Tu sais, quand on pense à d'autres types de crimes, comme par exemple un vol qualifié ou une introduction par infraction, quand il y a des pièces qui nous sont envoyées, bien, on va récolter l'ADN qui sont sur ces pièces-là. Mais si c'est par exemple, c'est le portefeuille de la victime avec l'ADN du suspect qui est dessus, bien, il faut qu'on
qu'on soit capable de départager ça. Donc, on a des méthodes mathématiques qui vont nous permettre d'aller départager. Puis, souvent, les victimes de crimes, que ce soit des crimes de nature sexuelle ou des crimes contre la personne, vont nous fournir leur ADN. Donc, on va avoir... Ça peut éliminer cet ADN-là. Cette information-là pour l'éliminer du mélange. Puis, on va être capable de très bien gérer ce qui reste. Au laboratoire, un mélange d'ADN de 5 personnes, bien, on va être capable de le traiter puis d'être capable d'aller à une preuve d'identification. C'est souvent ça qui est intéressant au niveau de l'ADN, c'est qu'on peut regarder le résultat et le comparer à l'ADN de la personne qui est accusée. Vous parlez de vos laboratoires et c'est effectivement, M. Tremblay, ça fait partie de ce qui est mentionné dans cet article-là, peut-être de la notion qu'on a aussi que tout ça est bien, tout ça est fantastique, mais tout ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, les chercheurs de Toronto, ce qu'ils proposent, c'est une sorte de preuve de concept en disant on propose de faire ça sur un petit échantillon. C'est un laboratoire sur une puce, finalement, qui permettrait, avec cette miniaturisation-là, de départager les ADN, d'aller chercher, par exemple, les spermatozoïdes plus coriaces que les autres. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller plus vite à cette étape-là ou est-ce que déjà on est assez efficace? Mais je vous dirais que ça dépend vraiment des juridictions. Tu sais, le problème au niveau des arriérés dans le traitement des trousses d'agression sexuelle, là, des trousses médico-légales, c'est un problème qu'on observe vraiment beaucoup, par exemple, chez nos voisins du Sud aux États-Unis, où ils ont beaucoup de difficultés à traiter les échantillons. Quand on se compare, nous, au Québec, bien, au niveau du laboratoire, on a une équipe de spécialistes dédiés au laboratoire pour le traitement de ces trousses médico-légales-là. On traite un grand nombre d'échantillons qui sont dans les temps. Là, on répond environ à 80-90% des trousses qui nous sont envoyées sont traitées dans un délai de 3 mois. Donc, on répond quand même assez rapidement. On a des équipes dédiées, on a des ressources pour le traitement. Donc, il y a vraiment une voie où nos spécialistes sont capables de travailler de façon systématique. Dès qu'une trousse est reçue au laboratoire, dans une semaine, dès la semaine prochaine, il y a un technicien qui travaille dessus. Donc, bien souvent, on va être même capable de donner la réponse beaucoup plus rapidement. Donc, dans la situation du Québec, c'est sûr que d'aller faire ce test-là au chevet du patient, je ne pense pas qu'on serait gagnant maintenant comme ça d'intégrer cette technologie-là parce qu'on a les ressources, on a les équipes dédiées pour amener rapidement justement l'information aux policiers pour qu'ils puissent faire progresser l'enquête. En même temps, quand vous parlez de semaines et de 3 mois, je me mets dans la tête d'une victime qui a hâte que ça se règle. Ça peut paraître très long. Il faut comprendre ce qu'on réussit vraiment à aller chercher comme information. C'est pas, par exemple, en identifiant, en isolant les spermatozoïdes dans un échantillon qu'on vient de recueillir avec une trousse médico-légale qu'on a le nom du coupable. Non, bien sûr. Tu sais, nous, il y a beaucoup de travail, des fois qu'on ne voit pas, justement, tantôt, quand on parlait de téléséries qui vont aller. Dès qu'on a un résultat d'analyse, ça, c'est une des étapes. Tu sais, nous, ensuite, on est un laboratoire accrédité pour le verser dans la Banque nationale de données génétiques pour être capable d'aller voir si cet ADN-là, il est connu. Fiché, ouais. C'est ça, au niveau soit du fichier des condamnés ou dans d'autres crimes. Ensuite, il faut qu'on transmette cette information-là aux enquêteurs qui doivent donner suite. Donc, il y a beaucoup d'étapes qui sont faites pour essayer d'aller toujours donner le plus rapidement. Puis quand c'est un dossier, c'est sûr qu'on peut trouver, mais au moins au Québec, on a la beauté puis la richesse d'avoir une équipe qui est dédiée, qui donne des réponses où les échantillons vont être analysés. Puis, ce qu'il faut penser, c'est que ces preuves-là aussi sont utilisées dans le cadre de procédures judiciaires. Donc, même si des fois, on trouve que ça prend du temps, le travail doit être bien fait pour que justement... C'est ça, tu sais, ces expertises-là qui sont impartiales, indépendantes, qui sont scientifiques, ce soit béton. Puis quand le procureur arrive avec notre rapport d'expert, bien, on sait que tout a été fait de A à Z, puis que, comme vous dites, la preuve est béton. Mais on sait maintenant un peu mieux ce qui se passe avec ces échantillons grâce à vos informations. Merci beaucoup. Merci à vous. Nicolas Tremblay, spécialiste en biologie judiciaire. Il est au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec. La quantité d'articles scientifiques qui sont rétractés est en explosion. On parle de 14 000 rétractations par année. Est-ce que la science qui est produite et publiée avec ces études-là devient plus fragile? L'historien et sociologue des sciences Yves Gingras va répondre à la question en deuxième heure de notre émission.
Moi, j'avoue candidement que je ne le connaissais pas avant que l'actualité ne me force à m'y intéresser. Et vous, est-ce que vous le connaissiez? Je parle du camu camu. C'est un petit fruit. Il pousse en pleine forêt amazonienne. Il attire de plus en plus l'attention des chercheurs, Jean-François, parce qu'il semble pouvoir nous protéger de toutes sortes de maladies, notamment des maladies du foie. Voilà, alors camu camu, petit fruit qui pousse donc dans la moiteur des forêts là-bas au Brésil, au Pérou, de l'arbre du même nom. C'est de la famille de la goyave, pour vous situer. Un petit fruit rond, 2-3 cm de diamètre, avec un petit goût acidulé. C'est plein de vitamine C et on s'en sert dans la cuisine péruvienne. Alors, au hasard des collaborations entre biochimistes d'un peu partout, il a abouti ce petit fruit au menu de souris de laboratoire à Québec, qui avait le foie malade et on a observé chez elle des effets formidables, des effets bénéfiques formidables. Et là, on montre que ça fonctionne aussi chez des humains dont le foie commence à être malade de ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Ah, ça, c'est la fameuse maladie du foie gras non alcoolique. Oui, il y en a qui appellent ça le mal du siècle, un problème de santé assez sournois associé à notre alimentation riche en sucre, riche en gras, notre sédentarité aussi. Alors, pour faire court, c'est des graisses qui s'accumulent dans le foie, qui le rendent malade à bas bruit, là, sans qu'on s'en rende compte nécessairement avant que ce soit très grave, finalement. Alors, des dommages au foie, puis de l'inflammation chronique, ce qui ouvre la porte à plein d'autres problèmes. Et ça toucherait, tenez-vous bien, une personne sur 4. C'est beaucoup de monde. Et là, en donnant des extraits de fameux petits fruits exotiques, le camu-camu, à des gens qui ont ce problème de foie qui est en train de s'installer, est-ce qu'on arrive à renverser la vapeur? Bien, c'est ce qu'une équipe de scientifiques a voulu savoir après l'avoir observé ça chez des souris, les souris dont on parlait. Alors, ils viennent de publier les résultats de leur essai sur des humains dans Cell Reports Medicine et l'auteur principal de cette étude-là, c'est le professeur André Marette de la faculté de médecine de l'Université Laval, chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Et je lui ai demandé de me raconter ce qu'il a fait avec son équipe et ce qu'ils ont trouvé au juste. Donc, on a pris des gens qui avaient une stéatose hépatique au départ, modérée quand même, pas une cirrhose du foie. Et par la suite, on les a traités pendant 12 semaines avec un extrait enrichi en polyphénol de camu-camu. Et bien sûr, les mêmes personnes ont eu également un traitement placebo pour s'assurer qu'il y avait vraiment un effet du camu-camu en tant que tel. Puis après 12 semaines, on a analysé les résultats au niveau sanguin, puis on a fait de l'imagerie au niveau du foie aussi. Et qu'est-ce que ça vous disait? Qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat? Mais ce qui est assez spectaculaire quand même pour un agent de ce type-là, c'est que nous avons vu que les gens, lorsqu'ils ont consommé camu-camu, ont eu des baisses de gras hépatique de l'ordre d'à peu près de 7,5 alors que lorsqu'ils ont eu le placebo, ces mêmes personnes avaient plutôt une augmentation d'à peu près 8 ce qui veut dire que lorsqu'on donne le camu-camu, qu'on compare à l'effet du placebo, ça fait quand même une différence de 15 dans la quantité de graisse hépatique qui ne s'est pas accumulée lorsqu'on consomme du camu-camu. Et donc, c'était très significatif dans l'étude. Clairement. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait là potentiellement un traitement ou en tout cas un moyen de prévention? On pense que oui, parce que d'autant plus que les marqueurs sanguins de la maladie hépatique, on mesure des enzymes qu'on appelle les transférases, qui sont des indicateurs du potentiel ou du risque de développer la maladie. Ceux-là étaient également, ces marqueurs étaient également réduits par le camu-camu. Ce qui veut dire que la baisse de graisse hépatique que nous avons observée était associée à une meilleure santé du foie et donc probablement un effet préventif sur le développement de complications comme la cirrhose, par exemple. C'est convaincant ce que dit le professeur André Marette de l'Université Laval. Effet assez spectaculaire, en effet. Ben oui, 15 d'écart en quelques semaines, à peine. C'est effectivement spectaculaire, aussi spectaculaire que ce qu'ils avaient vu chez la souris, finalement. Mais là, comment est-ce qu'ils en sont arrivés au camu-camu? Comment est-ce qu'ils se sont intéressés à ce fruit-là en particulier? Ben, ils s'intéressent, eux, depuis des années aux effets de toutes sortes de composés d'origine végétale sur notre santé, sur notre métabolisme, le poids, les maladies cardiovasculaires, par exemple, à certaines molécules en particulier, les polyphénols, Oui. à leur interaction aussi avec notre microbiote et aux effets que ça peut avoir sur nous. Alors, ils ont testé dans cette démarche-là toutes sortes de molécules issues de toutes sortes de fruits. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une collaboration avec un labo brésilien, ils ont testé l'exotique camu-camu. Effet spectaculaire, on l'a dit. Alors, ils ont analysé une 50aine de composés différents qu'ils ont trouvés dans ce fruit-là pour mettre le doigt sur une molécule, la molécule en particulier, à qui on doit ces bienfaits-là. Alors, André Marette m'en a parlé quand je lui ai demandé comment il pensait que le camu-camu agissait pour dégraisser aussi spectaculairement le foie. On peut l'écouter. Nous avons quelques hypothèses. Celle, pour l'instant, qui retient plutôt notre attention, c'est que ça passe par le microbiote intestinal. Parce que le polyphénol, qui est reconnu comme étant actif dans le camu-camu,
qu'on a découvert depuis quelques années, c'est le castalagin, qui est un des gros polyphénols qui est présent dans le camu-camu. Et c'est effectivement une grosse molécule qui ne peut pas pénétrer la barrière intestinale. Donc, ça prend une activité des bactéries, de la flore intestinale, pour prédigérer ce gros castalagin en petites molécules qu'on appelle les urolitines. Mhm. Et on pense que c'est les urolitines ou l'acide élagique également qui se retrouvent en circulation, vont agir sur le foie probablement pour diminuer la lipogenèse, donc la transformation de sucre, par exemple, en lipides. Ouais, d'où ce qu'on appelle finalement le Voilà. dégraissage du foie qu'on a observé. Et là, on parle de gros polyphénols, Jean-François. C'est trop gros pour pénétrer directement l'organisme. Ça a des effets via l'influence du microbiote intestinal. Il faut que ça passe par les bactéries du microbiote intestinal. C'est ça. Ça me rappelle quelque chose. C'était pas aussi le cas de la canneberge, des antioxydants de la canneberge dont vous avez parlé récemment? Ben oui, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps. Alors, ce polyphénol-là, la castalagine, on entendait tantôt castalagin, on ne fait pas vraiment la distinction là, dans la forêt amazonienne. Alors, la castalagine, donc, elle est effectivement trop grosse pour passer la barrière de l'intestin, comme les polyphénols de la Voilà. canneberge dont on a parlé il y a quelques semaines. Mais c'est, pour faire une image, tous ces polyphénols-là, là, de l'engrais à bonnes bactéries. Donc, ça interagit avec le microbiote intestinal et puis c'est décomposé au passage en petites molécules, en plus petites molécules qui, elles, peuvent se retrouver en circulation dans notre organisme, influencer toutes sortes de réactions chimiques. D'ailleurs, les travaux d'André Marette sur le camu-camu et le microbiote ont inspiré il y a quelques années une autre équipe dont je vous ai aussi parlé ici il n'y a pas si longtemps que ça, celle de Bertrand Routy et de Myriam Messaouden du Centre de recherche du CHUM à Oui, des Montréal. gens qui travaillent sur des moyens de manipuler la flore intestinale parce qu'on veut améliorer l'efficacité de traitement, par exemple des traitements contre le cancer. Exactement, c'est ce qu'ils font. Alors, leurs travaux à eux se poursuivent d'ailleurs, notamment avec des extraits de camu-camu pour améliorer le microbiote des patients, améliorer comme ça la réponse à des traitements d'immunothérapie pour le cancer de la peau, le cancer du poumon. Je l'ai appelée Myriam Messaouden, chercheuse au laboratoire d'immunothérapie et d'oncomicrobiome au CHUM, pour qu'elle m'éclaire un peu sur ce qu'on sait de la manière dont ces polyphénols-là interagissent avec les microbes, avec notre système immunitaire, aussi avec nos cellules. Elle me disait qu'on n'a pas encore tout élucidé, mais qu'elle y travaille et même qu'elle continue de collaborer là-dessus avec André Marette. Appelons ça la connexion Camu-Camu, Québec-Montréal. On l'écoute. On travaille en collaboration avec le docteur André Marette pour essayer de comprendre le mécanisme exact par lequel le castalagin va agir sur le microbiome ou sur d'autres éléments, pas que sur le microbiome, mais par exemple sur le métabolisme, sur notre système immunitaire. C'est une étude en cours. On a encore beaucoup de choses à voir et à étudier pour comprendre le mécanisme exact. C'est quelque chose qui nous fascine et dont on a hâte de connaître tous les secrets. Oui, Pour le castalagin, pour ce polyphénol-là, on sait que ça modifie le microbiome dans un premier temps et qu'on ne sait pas finalement qui de la poule ou de l'œuf ouais. arrive en premier, mais en tout cas, cette modification du microbiome va agir, encore une fois, je ne sais pas si c'est en même temps ou c'est cette modification du microbiome qui va agir sur le métabolisme et sur le système immunitaire. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier et d'analyser tous ensemble dans le cancer et dans les maladies que le docteur Marette étudie dans son laboratoire. Myriam Messaouden, donc oui, éternelle quête de savoir qui de l'œuf ou de la poule arrive en premier dans ce genre d'histoire. C'est ça, alors comprendre ce qui fonctionne, comment, dans quel ordre, peut-être ça pourrait permettre de mettre au point des traitements plus efficaces. Même chose pour les travaux récents là, sur les polyphénols de la canneberge dont on parlait. Alors d'ailleurs, certains auteurs de cette étude sur le camu-camu ont participé à cette autre étude dont je vous parlais sur les antioxydants de la canneberge qui révélait donc cet effet protecteur contre toutes sortes de maladies, le diabète, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives aussi. Et le professeur Marette m'a dit que le groupe envisageait de combiner les composés issus des deux fruits. Oui, on pourrait combiner les deux fruits ou les extraits de fruits ou même les polyphénols isolés de ces fruits. Ce qui reste à déterminer, c'est que les effets vont effectivement être additifs ou même synergiques d'un point de vue positif et bénéfique, bien entendu. Parfois, par contre, des molécules qui, en théorie, pourraient agir de façon combinée, des fois s'avèrent avoir des effets contraires ensemble. Donc, il est toujours possible qu'il y ait une interaction négative. Honnêtement, dans ce cas-ci, je crois pas qu'on va avoir ce phénomène, mais la seule façon de le valider, de le vérifier, c'est effectivement de faire l'étude.
Donc, une étude probablement in vitro sur des cellules et par la suite chez l'animal, un modèle animal de maladie métabolique. Oui. Et si tout va bien, on va pouvoir le tester chez l'homme. Donc, on est presque certain qu'on va avoir un effet au moins additif, mais il faut quand même le vérifier. Là, ça donne une envie, Jean-François, c'est de se faire une salade de canneberge puis de camu-camu puis d'en manger tous les jours. C'est pas si simple. Ces extraits-là sont pas disponibles encore. Ben, en fait, il y en a sur le marché des extraits de camu-camu en comprimé, en poudre, qu'on s'arrache, paraît-il, mais ne vous lancez pas là-dessus tout de suite en pensant bichonner votre choix. D'abord parce qu'il reste beaucoup de travail à faire, on l'entendait, mais aussi parce que le contenu en castallagine de ces extraits-là est très, très variable. Ça dépend d'un paquet de choses et pas juste d'une marque à l'autre, mais d'une même marque. D'un lot à l'autre. Là, ça dépend du moment où on a cueilli le fruit, de la façon dont ça a été conservé, tout ça. Bref, les chercheurs que vous entendiez sont capables, dans leur laboratoire, d'analyser des lots pour être certains qu'ils ont l'ingrédient actif. Si vous allez vous acheter tout de suite des gélules, vous ne l'avez peut-être pas. C'est un peu une loterie. Vous allez peut-être tomber sur n'importe quoi. On ne voudrait surtout pas. Merci, Jean-François. Je t'en prie. Pour écouter le reportage de Jean-François Boutillette, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio. Parfois, les occasions pour faire avancer les connaissances au sujet des comportements des animaux se présentent de façon inattendue. C'est ce qui est arrivé dans le cas des éléphants de mer sur la côte ouest du pays. On les connaît maintenant un peu plus, ces éléphants de mer, parce qu'on a réussi à obtenir des images inédites, des images qu'on a eues à la faveur de recherches qui ne visaient pas du tout ces mammifères marins. Je joins Héloïse Frouin-Mouy pour qu'elle nous raconte cette histoire qui a mené à ce qu'elle publie un article dans la revue PLOS. Madame Frouin-Mouy mène des recherches à l'Université de Miami. Elle est aussi scientifique invitée à l'Université de Victoria au Canada. Bonjour Héloïse Frouin-Mouy. Bonjour. Alors, l'histoire, elle se passe au large de la Colombie-Britannique. Ça se passe le long de ce grand réseau d'observatoires sous-marins, le Ocean Network Canada. Et ça commence avec une expérience qui ne visait pas du tout les mammifères marins. C'était quoi l'expérience? Alors, l'expérience qui était mise en place à 645 mètres de fond, c'était en fait une expérience d'attraction de poissons pour étudier les effets de la lumière et des appâts sur le comportement des poissons et des invertébrés à cet endroit-là et possiblement enregistrer des sons de poissons qui étaient présents. Et là, on a vu des choses qu'on ne s'attendait pas à voir, ce qui fait qu'on vous a contacté. C'est ça. En fait, des chercheurs qui regardaient les vidéos, parce qu'il faut savoir qu'à cet observatoire câblé, il y a un sonar, ce qu'on appelle une caméra d'imagerie acoustique. Il y avait aussi une caméra haute définition pour enregistrer des vidéos et il y avait un hydrophone pour enregistrer les sons. Et quand ils ont commencé à visionner les vidéos, ils se sont rendus compte qu'il y avait des phoques, en fait, dans la zone qui n'étaient pas du tout prévues parce que l'expérience était vraiment centrée sur les poissons. Et donc, du coup, ils m'ont contacté et ils m'ont demandé quelle espèce ça pouvait être. Et quand j'ai commencé à regarder les vidéos, j'étais vraiment très enthousiaste sur ces vidéos parce qu'on voyait des éléphants de mer boréales ou du Nord et notamment des jeunes. Et ce sont des images d'habitude qu'on n'a pas quand on étudie les éléphants de mer, par exemple. On ne les voit pas sous l'eau. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une opportunité magnifique. Pour en connaître un peu plus sur les éléphants de mer, ce qu'on utilise généralement, c'est ce qu'on appelle des tags qu'on va installer sur les animaux pour comprendre leur comportement de plongée et potentiellement aussi des tags avec des caméras, donc pour voir quelle proie ils vont suivre. Mais là, le fait d'avoir une perspective, je devrais dire, où on peut voir les éléphants de mer passer devant la vidéo et suivre certains types de poissons ou même dormir, parce qu'on les a observés dormir, ça nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur leur biologie. Ça, c'était une première, sans doute, les voir dormir. Qu'est-ce que ça vous a appris en plus que de voir ces images-là? Ça nous permet en fait de confirmer que les éléphants de mer, notamment les mâles, parce que ça avait été défini selon des données de tag, que les femelles en fait prenaient des siestes pendant qu'elles plongeaient, donc pendant la période de drifting, mais aussi quand elles allaient se poser au fond pour dormir un peu. Et pour les mâles, par contre, on n'avait pas forcément cette information-là, et justement de les voir sur une vidéo immobile,
ça nous permet de confirmer que les mâles également vont prendre des power naps, des siestes réparatrices de quelques minutes sur le fond. Ça vous en a appris aussi sur le régime alimentaire. Ça a confirmé, mais peut-être vous avez eu certaines surprises de ce côté-là. Alors voilà, donc déjà, ça nous a permis de comprendre que, à ce site en tout cas, les éléphants de mer étaient vraiment très intéressés par la morue charbonnière ou le charbonnier. Mm-hmm. Ils allaient cibler principalement ce type de poisson. Et sur une des vidéos, on a vu un éléphant de mer qui accidentellement a attrapé un poisson limace, le snailfish, et il l'a tout de suite recraché. Donc on peut dire que le poisson limace ne fait pas partie de leur régime alimentaire, ce qui est assez surprenant parce qu'on sait que les éléphants de mer mangent des myxines, le hagfish, qui est une sorte d'anguille avec un mucus qui est quand même assez visqueux. Et donc c'est étonnant qu'il soit OK de manger avec une myxine, mais pas un poisson limace. Donc, et vous avez aussi appris des choses sur leur façon de chasser, les mouvements de tête que vous avez pu voir avec les images vidéo, par exemple. Voilà. Donc, ce qui nous a beaucoup surpris, c'est que sur certaines des vidéos, quand on voyait un éléphant de mer en train de suivre un poisson, on a vu des mouvements de tête produits par l'éléphant de mer. Et dans certaines occasions, il y avait des sons basse fréquence associés avec ce mouvement de tête. Et il semblerait que soit le mouvement de tête, soit le son basse fréquence induisent une réponse chez le poisson, une réponse de fuite. Et donc, le poisson, en s'échappant, en fait, produit un flot hydrodynamique. Et ça, l'éléphant de mer peut facilement le suivre en utilisant ses vibrisses. Donc, c'est peut-être une technique qu'ils ont développée pour améliorer leur capacité de chasse. Donc, chassent moins avec leurs yeux qu'avec ces vibrisses en détectant le mouvement de leur proie, par exemple, quitte à provoquer le mouvement avec ces mouvements de tête. Ces images, ces informations, Madame Frouin-Mouilly, on les a parce qu'on a eu de façon fortuite des images qu'on n'avait pas attendues. Est-ce qu'il s'agit d'une anecdote ou est-ce que c'est une ouverture à d'autres collaborations, d'autres façons de faire la science en profondeur? Alors, je dirais que c'est une anecdote parce qu'il faut savoir qu'on s'est posé la question à savoir comment les éléphants de mer pouvaient trouver ce petit endroit à 645 mètres de fond, complètement dans le noir, et pouvoir revenir assez fréquemment pour pouvoir chasser les poissons qui étaient présents à cet endroit-là. Et en regardant les données acoustiques, on s'est rendu compte que pour les animaux qui revenaient sur les longues périodes, c'est-à-dire au-delà de 10 jours, c'est quand la caméra acoustique fonctionnait encore à ce moment-là. Et on s'est rendu compte que la caméra acoustique produisait un bruit, alors qu'elle n'aurait pas dû. Et c'est sans doute ce bruit-là que les éléphants de mer ont utilisé pour pouvoir retrouver le site fréquemment. Et c'est d'ailleurs ce son qu'on peut entendre à l'instant. Je vous remercie beaucoup de ces informations et de cette histoire, Héloïse Frouin-Mouilly. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes scientifique à l'Université de Miami, scientifique invité aussi à l'Université de Victoria au Canada. Merci, au revoir. Sur ici Radio-Canada Première, vous écoutez Les Années-Lumière, votre émission d'actualité et de culture scientifique. L'an dernier, on a fait une émission spéciale sur le temps et Gino nous avait présenté ces horloges atomiques qui sont extraordinairement précises, qui dérivent de moins d'une seconde à tous les 30 milliards d'années. Mais cette fois, il y a des chercheurs qui ont mis au point une horloge qui pourrait potentiellement être 10 fois plus précise. On parle de l'horloge nucléaire, Alexandre. Oui, c'est la dernière née dans une course à la précision ultime dans la mesure du temps. Et donc, toute horloge, qu'elle soit nucléaire, atomique ou à ressort, bien, elle a besoin d'un générateur de fréquences, là, le fameux tic-tac, en fait, oui. là, qui nous sert de référence pour diviser et donc mesurer le temps. Et dans le cas d'une horloge grand-père, si on commence par la base, oui. Disons, c'est le balancement du pendule oui. Qui oscille, on le sait, de manière périodique. Tic-tac, ouais. Tic-tac. Ça marque les secondes. Oui. L'idée que plus le tic-tac est rapide, en fait, bien, plus grande sera la précision potentiellement là, dans la mesure du temps. Dans une horloge atomique, le tic-tac peut provenir de la vibration d'un cristal de quartz qui génère une micro-onde d'une fréquence très précise de plus de 9 milliards d'oscillations par seconde. Ça, je ne vais pas la faire avec ma bouche. Ouais, ça va être plus difficile. Et c'est le même principe de base que dans une montre au quartz, en fait. Mais pour arriver à une très, très grande précision, bien, il faut un système de contrôle, donc une espèce de chien de garde qui peut détecter des minimes fluctuations
là, dans la fréquence du tic-tac. Et dans une horloge atomique, bien, cette vérification-là peut se faire avec des atomes de césium-133 qui changent de niveau d'énergie quand ils sont soumis à des micro-ondes d'une fréquence très précise. Donc, quand ils changent de niveau d'énergie, les électrons des atomes de césium émettent des photons que l'on peut détecter. Oui. Et donc, si la fréquence d'oscillation du quartz varie légèrement là, pour X raisons, bien là, on ne détectera plus de photons et ça va nous indiquer qu'il y a une correction qui est nécessaire dans l'horloge. Et c'est donc cette boucle de rétroaction qui permet d'arriver à la précision un peu folle là, des horloges atomiques. Là, c'est encore plus fou. Là, on parle des horloges nucléaires. Qu'est-ce qui fait que cette horloge-là est en développement et qu'on a besoin de quelque chose d'encore plus précis? Bien, le système développé par l'équipe internationale là, qui publie cette semaine dans la revue Nature utilise un laser à très haute fréquence au lieu des micro-ondes pour exciter non pas un atome en entier, mais son noyau. Donc, au lieu que ce soit les électrons en orbite dans l'atome là, qui réagissent, ce sont les protons et les neutrons dans le cœur de l'atome là, qui changent d'état quantique. Les chercheurs ont mis 10 ans à mettre au point des cristaux qui contiennent des atomes de thorium-229, dont les noyaux ont la particularité d'être excités par une bande de fréquence là, très, très précise. Donc, pour le moment, leur horloge nucléaire expérimentale, là, celle qu'ils ont présentée dans l'article, n'a pas atteint une plus grande précision que les meilleures horloges atomiques, mais les chercheurs estiment que, en fait, tout est en place là, pour y arriver, qu'il faudra, en fait, de 2 à 3 ans de raffinement technique pour battre là, ces horloges atomiques. Ils pensent ultimement pouvoir multiplier par 10 la précision des meilleures horloges atomiques, donc avoir une seconde de déviation sur 300 milliards d'années, rien de moins. Mais la précision, dans la mesure du temps, ce n'est pas le seul avantage de cette approche-là. C'est ce que m'a expliqué l'un des auteurs de l'article. C'est Thorsten Schum. Il est physicien à l'Université technologique de Vienne. L'avantage de cette approche est surtout sa robustesse. Avec les horloges atomiques, on interroge les électrons qui forment une sorte de coquille autour du noyau. Ces électrons sont facilement perturbés, soit par la présence d'autres atomes, par des changements de température ou encore des variations de champs électriques ou magnétiques. Ces horloges atomiques sont donc très fragiles et doivent être placées dans des pièces blindées pour être certain que la fréquence de résonance ne soit pas perturbée par des influences externes. L'avantage d'utiliser le noyau au lieu des atomes est qu'il est très petit et qu'il interagit très faiblement avec l'environnement. Et donc, les perturbations externes ont beaucoup moins d'influence sur sa fréquence de résonance. C'est donc un système plus stable qui a beaucoup d'avantages pratiques. Plus imperturbable, une plus grande stabilité face aux perturbations externes. Là, on comprend l'avantage de développer ce genre de nouvelles applications-là. Oui, puis en plus d'être plus robustes, les horloges nucléaires peuvent potentiellement être très compactes. Donc, l'idéal pour Thorsten Schum, ce serait d'arriver à les faire entrer dans l'équivalent là, d'une boîte à chaussures. Et en plus de les rendre assez solides pour résister aux accélérations extrêmes auxquelles doivent survivre là, les équipements comme les satellites là, qui sont mis en orbite dans les fusées. Et donc, la robustesse là, de cette approche-là vient, entre autres, du fait que les chercheurs ont réussi à intégrer des milliards de noyaux de thorium-229 dans un cristal qui est très compact et très stable. Et ça, c'est un énorme avantage par rapport aux horloges atomiques qui, elles, isolent généralement les atomes dans des pièges à ions, une sorte de bouteille électromagnétique qui confine quelques atomes à la fois dans des champs magnétiques, mais des champs magnétiques qui sont sensibles aux interférences. Et l'autre amélioration, bien, c'est la rapidité avec laquelle on peut faire des mesures pour chronométrer des expériences avec les horloges nucléaires, parce qu'avec les horloges atomiques, même les plus précises, il faut parfois atteindre des semaines avant de pouvoir confirmer un résultat. Et donc, l'horloge nucléaire au thorium, bien, ça promet en tout cas d'avoir des résultats en moins d'1 minute, voire même quelques secondes. Et ça, c'est une avancée majeure là, pour des applications pratiques. Ouais, pratique peut-être difficile à imaginer pour nous dans nos vies comme répercussion, mais pour les chercheurs? Bien, ils imaginent déjà exploiter cette immense précision dans des expériences de physique fondamentale pour essayer, entre autres, de démontrer l'existence de la matière noire en mesurant son effet sur la distorsion du temps, rien de moins. Mais on prévoit aussi les utiliser de manière un peu plus terre-à-terre, là, en géodésie, donc pour mesurer la forme, la déformation du globe terrestre et peut-être même prédire des éruptions volcaniques. Mais ça demeure quand même de la haute voltige scientifique parce que ça fait appel à la théorie
théorie de la relativité et au concept de la dilatation gravitationnelle du temps. Donc, je vous propose d'écouter les explications du physicien Sandro Kramer. Il est post-doctorant à l'Université catholique de Louvain. Un exemple qui me plaît beaucoup, c'est le monitoring des chambres de magma dans des volcans. Parce que s'il y a un changement du contenu de magma dans les chambres de magma d'un volcan, c'est très intéressant pour les volcanologues parce que ça peut être évidence pour une éruption. Et comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Oui, on peut mesurer ça avec une horloge très précise parce que la gravité locale qui change un peu avec la masse dans la chambre de magma va changer et ça, c'est mesurable. Et si on peut mesurer ça plus précisément, on peut faire des analyses plus précises. Et donc, bientôt, peut-être, avec des horloges nucléaires portatives, stables et extrêmement précises, on pourrait mesurer les différences dans l'écoulement du temps qui ralentit très faiblement aux endroits où la gravité est plus forte. Donc, dans ce cas-là, un endroit précis où du magma s'accumule dans un volcan. Fort intéressant. Merci, Alexandre. Au plaisir. Pour nous écouter en direct, où que vous soyez, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio. C'est désormais son mandat. Renaud Manugara-Gagné a passé en revue, choisi des textes, des éditoriaux, des opinions scientifiques qui ont circulé cette semaine. Bonjour Renaud. Bonjour Sophie André. On commence en musique. Pour ceux et celles qui n'ont pas reconnu la chanson, c'est Teardrop. Le groupe, ce sont les Britanniques Massive Attack. On lance ça, on parle d'artistes qui souhaitent faire comme eux des tournées plus vertes. Oui, le 25 août dernier, c'est le groupe Massive Attack qui a joué à Bristol, en Angleterre, devant 34 000 fans. Rien d'anormal pour un groupe de musique, mais ce spectacle, il était unique parce que c'est le point culminant d'une collaboration entre le groupe musical et le centre de recherche sur le climat Tyndall de l'Université de Manchester. Et des efforts comme celui-là, il en faut plus, selon un éditorial qui est paru dans Nature cette semaine, puisque les tournées musicales sous leur forme actuelle, elles émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et ça ressemble à quoi comme collaboration? En 2019, le groupe a contacté le centre de recherche pour les aider à réduire leur empreinte carbone et en même temps lancer un mouvement pour décarboner l'industrie musicale. Donc, c'est pas la première fois qu'on entend des artistes parler de ce genre de choses, qui est des artistes qui appellent à des changements pour le climat. Il y en a plusieurs qui se sont déjà exprimés sur le sujet. Donc, pourquoi on en parle cette fois-ci? Parce que selon Nature, c'est la première fois que l'initiative elle est guidée par des scientifiques, donc un groupe de musique s'assoit avec des spécialistes du climat et leur dit « OK, on vous donne accès à tout. Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? » Wow, qu'est-ce que ça a donné, ce genre de discussion-là? D'abord, un rapport qui est paru en 2021 qui est nommé « Musique live à très faible teneur carbone, une feuille de route pour le secteur de la musique britannique ». Donc, un beau nom. Ce rapport-là donnait à ce moment-là des recommandations concernant la consommation énergétique des bâtiments où les groupes performent, le déplacement de matériel et de personnel pendant les tournées, les articles et la nourriture en vente sur les sites, même la façon dont l'auditoire se rend au spectacle. Et ça, c'est toutes des mesures qui ont été mises en place lors du concert du 25 août dernier. C'était ça la première. Et le groupe continue de jouer le jeu parce qu'il a permis aux chercheurs de prendre des mesures à l'événement. Et donc, un autre rapport devrait paraître prochainement sur les effets de ces mesures et si on peut les reproduire facilement dans d'autres spectacles. Donc, on dit souvent que les tournées mondiales, c'est pas quelque chose qui est soutenable dans un monde où on vise la carboneutralité, mais avec ce genre de projet, peut-être qu'on pourrait trouver une alternative qui contente tout le monde. Ça pourrait inspirer aussi des gens qui nous écoutent, qui font partie de grands groupes rock qui partent en tournée. Ça, c'était dans la revue Nature. On va rester dans le monde, dans l'environnement, avec, Renaud, des pratiques agricoles qui sont en train d'empoisonner lentement des champs. Oui, selon une grande enquête du New York Times qui est parue cette semaine, qui explique qu'on retrouve des niveaux alarmants de contaminants de PFAS dans des champs partout aux États-Unis, du Texas jusqu'au Maine. Donc, ces fameux polluants éternels qu'on suspecte d'être liés à toutes sortes de problèmes de santé et de développement. Et contrairement à d'autres polluants, eux ne se dégradent jamais ou sur des période de temps extrêmement longue. Donc, on suspecte qu'ils ont joué un rôle dans la mort de certains animaux d'élevage. On en a détecté dans des fruits et légumes. Il y a certaines terres agricoles qui ont même dû être condamnées par les autorités de différents États et qui ne pourront plus être utilisées pour l'agriculture à cause de niveaux trop élevés de PFAS. Et on connaît leur origine, d'où ils viennent, ces PFAS? Ils viennent de l'épandage de boues d'épuration dans les champs. Donc ça, c'est les matières organiques qui résultent du traitement d'eau usée municipale ou industrielle. C'est quelque chose qu'on utilise sous certaines conditions pour l'enrichissement des
les sols à cause de tous les éléments nutritifs qu'on y retrouve. Et c'est une pratique qu'on fait dans de nombreux pays, dont le Canada, une pratique qui est même millénaire dans certains cas. Présentement, on s'assure que ces boues soient sécuritaires en vérifiant qu'elles ne dépassent pas certains seuils de contamination. Donc, les produits chimiques, les corps étrangers comme le plastique, les bactéries, les odeurs, tout ça, ça doit respecter certaines limites. Mais les PFAS ne font pas partie de cette surveillance pour l'instant et la nouvelle recherche montre qu'ils s'accumulent à des niveaux très élevés dans ces boues. En fait, ce que l'article souligne, c'est pas que la pratique de l'épandage des boues d'épuration est un problème en soi, mais plutôt que les PFAS et d'autres éventuels contaminants inconnus, ça pourrait être un problème. Mais on en avait déjà parlé ici là, de l'épandage des boues comme ça. Ça avait retenu l'attention. Oui, effectivement. Côté PFAS, la crise semble moins aiguë au Canada qu'aux États-Unis parce qu'on n'en produit pas ici, donc moins de contamination environnementale. Mais on le sait qu'on n'est pas à l'abri. D'ailleurs, notre collègue de la Semaine verte, Karine Mona, a fait un excellent reportage sur les boues d'épuration en 2022. Et cette semaine, dans un article qu'elle a publié jeudi, elle rapporte que le gouvernement du Québec pourrait ajouter des seuils de contaminants émergents, dont les PFAS, à ces critères pour les boues qui sont utilisées dans la province. Donc, c'est un sujet qui fait beaucoup jaser. Donc, à lire sur le site de Radio-Canada, dans le New York Times également. Bon, là, on quitte l'environnement. On va parler de, quelque chose qu'on connaît bien, qu'on aime bien ici, la vulgarisation scientifique. Oui, on change du tout au tout. Oui. C'est un article dans la revue The Scientist qui fait le portrait de l'immunologiste et vulgarisateur Adrian Liston et de sa recette pour intéresser nos plus petits à la science. Et ça se résume comme ceci. Ayez une histoire qui résonne avec votre auditoire et le message va passer beaucoup plus facilement. Oui. Donc, l'article, il est centré en fait sur le parcours de Liston qui raconte comment lui s'est interrogé sur sa façon de vulgariser la science tout au long de sa vie de chercheur et de père pour intéresser ses enfants et éventuellement ses adolescents à l'univers de la science, que ce soit à travers des livres pour enfants, la bande dessinée, même des jeux vidéo. C'est des questions que je me pose personnellement souvent et que j'imagine que d'autres parents qui nous écoutent se posent aussi. Bien, aussi, c'était peut-être un rappel pour les chercheurs qui veulent communiquer la science, ceux qu'on interviewe, ceux qui ont envie de se produire sur les plateformes, à nous tous aussi, petit rappel intéressant. Oui, effectivement, puis cet article-là comporte un message très intéressant qui se résume en 4 points. Donc d'abord, pour intéresser les gens, on laisse tomber le jargon et on se concentre sur l'essentiel. Par exemple, perdez pas votre temps avec les mécanismes d'un vaccin, concentrez-vous sur son rôle principal qui est d'entraîner le système immunitaire. Ensuite, c'est d'avoir un message qui résonne différemment selon les auditoires, donc un message qui pourrait intéresser les uns, mais en même temps créer de l'empathie chez les autres. Le troisième, c'est d'avoir un format qui rejoint l'auditoire en fonction de leurs intérêts. Par exemple, on rejoint les adolescents à travers des jeux vidéo ou des vidéos de style TikTok. Ah oui. Et finalement, le dernier message, c'est que la vulgarisation, c'est un travail d'équipe. Donc, Donc, moi, je ne vais pas vous parler de la science de la même manière que Jean-François Boutiette le fait à l'émission, que Marie-Pierre Élie le fait à l'émission, que vous, Sophie André, vous le faites, ou même que Charles Tisser va le faire. Donc, chaque messager, en fait, a sa propre approche et, par conséquent, va attirer son propre auditoire. Et c'est en travaillant ensemble qu'on génère une plus grande passion pour la science. Ce qu'on fait toutes les semaines, nos années-lumière. C'est bon à retenir comme truc. Merci beaucoup. Petit retour en terminant sur les Olympiques. Alors, Reagan n'a pas dit son dernier mot. Regardez, moi, je viens de l'Australie, là. Je représente mon pays. Je fais le kangourou. Ce qu'on entend là, c'est un extrait de la performance de l'Australienne Rachel Gunn pendant la compétition de breakdancing du 9 août dernier et qui fait étonnamment l'objet d'un texte d'opinion dans la revue Scientific American. Donc, c'est Adi Carson, qui est professeur au département de musique de l'Université de Virginie et qui est artiste de la scène du breakdance américaine, qui s'inquiète des effets, on va dire, catastrophiques que cette performance pourrait avoir sur la crédibilité de cet art. Oui, il faut rappeler la performance en question. Oui, une performance particulière, si on va dire, de Rachel Gunn, qui était un moment controversé des Jeux olympiques de Paris, qui lui a valu aucun point de la part des juges, mais qui a fait d'elle une des breakdancers les plus connues du monde du jour au lendemain. Ça fait rire bien des gens sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, dans les médias en général, mais pas Carson, qui, lui, étudie l'impact culturel du breakdance. Il y a un doctorat sur le sujet. Il rapporte dans l'article à quel point ça a été difficile pour lui d'être pris au sérieux quand il a voulu amener ce genre de recherche dans les milieux académiques. Donc, le breakdance, lui, il le rappelle, ça fait partie du hip-hop, qui est un mouvement culturel d'origine noire, qui est longtemps resté en marge, justement, aux États-Unis à cause de ses racines. Mais Rachel Gunn, c'est aussi une universitaire qui a un doctorat aussi sur le breakdance. Donc, pour Carson, ce double chapeau, en plus de ce qu'il lui croit être un manque de sérieux de la part de l'Olympienne, ça risque de donner des munitions à ceux qui s'opposent à l'entrée de la culture hip-hop dans le monde académique. Donc, c'est un article
article d'opinion qui est en fait très dur envers l'athlète, on va le dire, mais qui soulève quand même des vraies craintes qui vont au-delà du fiasco médiatique, des blagues, des mèmes sur Internet qui ont découlé de cette performance. On la voit faire le kangourou dans sa performance. Merci beaucoup, Renaud. Ça fait plaisir, au revoir. C'est pas terminé pour les années-lumière. On vous revient après les nouvelles. Tout de suite. Qu'est-ce qu'on ignore encore au sujet du cerveau? Pourquoi déterrer frénétiquement des fossiles au Brésil? Et comment palper sans toucher? Vous voici en deuxième heure des années-lumière. Bonjour tout le monde, Sophie-André Blondin, toujours avec vous, avec bien sûr les collaborateurs, invités et journalistes qui vont se joindre à moi pour cette deuxième heure de votre magazine d'actualité et de culture scientifique. Ben oui, au Brésil, on est dans une course contre la montre pour extraire des fossiles qui ont été exposés lors de pluies diluviennes plus tôt cette année. On va voir que c'est une situation qu'on a connue aussi en Alberta. On va recevoir le neurochirurgien David Fortin à la faveur de la publication de son livre sur cet organe d'une formidable complexité qu'est le cerveau. Marie-Pierre Elie va répondre à la question d'un auditeur qui se demande si on est vraiment condamné à vivre dans les microplastiques. Et Yves Gingras va examiner pour nous l'effet des milliers de rétractations d'articles scientifiques qu'on constate chaque année, cet effet sur la valeur des recherches qui citent ces études. Mais on commence par cette idée de palper sans toucher en médecine. C'est possible, semble-t-il, grâce à une technologie que va nous présenter Gino Harel. Parce que, Gino, tâter la texture d'un organe, son caractère soit plus mou ou plus dur, ça fait partie des méthodes diagnostiques des médecins, mais on peut aller plus loin qu'en palpant avec ses mains physiquement l'organe si on fait appel à ce qu'on appelle l'élastographie. Voilà, l'élastographie, c'est en fait une technique d'imagerie médicale qui vise à évaluer les propriétés mécaniques des tissus, donc leur rigidité, leur élasticité et même leur viscosité. Mais on apprend quoi avec la rigidité des tissus, par exemple? Dans le cas des maladies du foie, par exemple, ça peut servir d'indicateur quand on cherche des signes de fibrose hépatique qui peuvent mener à la cirrhose du foie. J'en ai parlé avec le professeur Han Tang, radiologiste au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Il est également chercheur au Centre de recherche du CHUM. Le Dr Tang m'a expliqué que l'analyse de la rigidité des tissus par l'élastographie, ça peut aussi permettre de caractériser certains nodules sur le foie qui pourraient avoir le potentiel d'être cancéreux. Un foie qui est normal, il va être plutôt mou, il va avoir tendance à se déformer, tandis qu'un foie qui est fibrotique ou qui a une cirrhose peut se déformer, mais il va se déplacer. Il va se déplacer en bloc plutôt que se déformer. Intuitivement, puis nos chirurgiens l'observent en salle d'opération lorsqu'ils touchent des nodules ou des tumeurs. De façon générale, les masses qui sont bénignes ont tendance à être plus molles et les cancers sont plus denses. Ils ont tendance à être plus durs à la palpation. Ici, ce qu'on propose, c'est une forme de palpation virtuelle qui permet de mesurer les propriétés mécaniques de différentes masses pour différencier bénin versus malin, puis pour différencier des sous-types de tumeurs. Alors, l'élastographie, ça a été développé il y a environ une trentaine d'années. La technique a été mise à l'essai dans diverses sphères de recherche, pour le dépistage du cancer du sein, par exemple, ou pour l'imagerie du cerveau. Actuellement, sur le marché, des systèmes d'élastographie sont utilisés en contexte clinique, surtout pour des patients atteints de maladies du foie. Ça fonctionne comment, l'élastographie? D'abord, quand on parle d'imagerie, ça peut être par diverses méthodes, que ce soit l'échographie, des caméras optiques, ou encore l'imagerie par résonance magnétique, ce qu'on appelle l'IRM. On va surtout se concentrer sur l'IRM dans les prochaines minutes, mais il faut aussi faire vibrer ce qu'on veut observer. En mars dernier, dans la revue scientifique Radiology, le Dr Tang a co-signé un article qui faisait le bilan des applications actuelles de l'élastographie par IRM pour le foie. Il nous explique ici comment fonctionne la technique. Ça prend un appareil d'imagerie par résonance magnétique, ou IRM. Le deuxième ingrédient, c'est l'application de vibration mécanique. Donc, on utilise un transducteur qui est comme une enceinte acoustique qui génère des vibrations sonores. Et puis, les vibrations sont transmises par un tube jusqu'au patient. Donc, c'est un tube d'une dizaine de mètres. Et puis, après ça, il y a une membrane, un transducteur qui est appliqué à la paroi abdominale du patient, juste au-dessus du foie, et qui permet donc de propager ces ondes-là à l'intérieur du corps humain. Et puis, ensuite de ça, on utilise des séquences spéciales en IRM qui permettent de synchroniser
des gradients d'encodage de mouvement avec les vibrations mécaniques qu'on a appliquées. Et puis, on utilise des séquences ingénieuses pour reconstruire les images de propagation d'ondes. Le fameux transducteur dont parle le Dr Tang produit environ 40 vibrations par seconde. Ça crée du mouvement sur le foie, un peu comme un ballon. Chaque vibration crée un mouvement, donc plus un ballon est mou, plus il va absorber ses pulsations localement à divers endroits. Mais si le ballon est gonflé très dur, il risque plutôt de bouger tout d'un bloc, comme on en parlait tout à l'heure, à chaque vibration. Ça peut être une indication de la rigidité du ballon, ou plutôt du foie dans ce cas-ci. Toutes les images captées sont traitées par des algorithmes et d'autres algorithmes encore vont permettre d'établir une sorte de carte de cette rigidité de l'organe et ce sera ce qu'on appelle l'élastogramme. Donc ça fait partie d'un appareillage standard. On fait une élastographie du foie, par exemple. Ça existe déjà maintenant. Mais semble-t-il qu'il y a des innovations qui se préparent. Oui. Par exemple, si on pouvait se passer du transducteur pour générer ces vibrations externes, si on s'en remettait simplement aux vibrations intrinsèques du corps humain qu'un patient produit tout naturellement lui-même, si on se servait des pulsations cardiaques. Alors, le Dr Tang de l'Université de Montréal travaille justement sur ce type d'approche avec un collègue de l'Université de Sherbrooke. Anh Tang nous décrit ici le concept. C'est de développer des techniques d'élastographie par résonance magnétique, mais en utilisant des vibrations intrinsèques du corps humain. Donc, on n'a plus besoin à ce moment-là d'employer un transducteur externe. Il n'y a pas d'équipement additionnel. La source de vibration à ce moment-là devient les pulsations artérielles qui soit proviennent du cœur, qui est accolé contre le foie, ou encore des pulsations artérielles qui se propagent à travers les artères, puis les petites artérioles à l'intérieur du foie. L'idée générale, c'est d'acquérir des images qui sont synchronisées avec les pulsations artérielles et après ça, d'évaluer les déplacements pendant les pulsations artérielles. Alors ici, au lieu d'avoir l'équivalent d'une quarantaine de pulsations par seconde avec le transducteur, cet appareil, avec le transducteur, c'est ce qu'il donne, à peu près 40 par seconde, pour produire ces vibrations-là. Donc, on serait davantage dans l'ordre d'un battement de cœur ou d'une pulsation par seconde. Ce serait suffisant pour faire l'imagerie nécessaire pour caractériser les déformations du foie, pour analyser la rigidité de ses tissus. Anh Tang me faisait remarquer que ça réduirait aussi beaucoup les frais reliés à la procédure, puisqu'on n'aurait plus besoin de transducteurs avec l'appareil d'IRM. J'ai aussi parlé de ce projet de recherche avec son collègue de l'Université de Sherbrooke, c'est le professeur de génie mécanique Elijah Van Houten, qui se spécialise en élastographie médicale. En plus des économies que peut permettre l'élastographie générée par des vibrations dont la source est à l'intérieur du corps, donc intrinsèque, et non pas avec un instrument externe, le professeur Van Houten voit aussi d'autres avantages. Des fois, on a des mauvais résultats simplement parce que la vibration générée par la source externe ne pénètre pas à l'organe très bien. Et par exemple, dans un sujet obèse, ça peut être un problème parce qu'il y a une grande couche de matière, de tissu adipose qui, en fait, va atténuer, qui va amortir les ondes mécaniques qui passent vers l'organe. Et donc, on n'aura pas assez de déformation dans l'organe pour avoir un bon élastogramme. Donc, en utilisant une actuation intrinsèque, on évite ce problème de couplage parce que la source d'actuation, ça vient de l'interne, donc c'est toujours là. Donc, ça, c'est un autre avantage de cette technique. Et finalement, un autre avantage de cette technique intrinsèque, c'est le fait qu'on est en train de regarder l'organe dans sa fonction normale. Donc, on voit les flux sanguins, on voit le mouvement des fluides extracellulaires, on voit la réaction de matrice extracellulaire et cellulaire à des forces réelles qui sont subies par l'organe à chaque battement du cœur. Donc, les cellules, les fluides, la matrice extracellulaire, tout ce qui se trouve autour des cellules. Évidemment, l'élastographie dont on parle ici n'offre pas une résolution à si petite échelle qu'on puisse vraiment voir ce niveau de détail, mais Elijah Van Houten m'expliquait que puisque l'élastographie nous informe sur la rigidité d'une région, de tissu, d'un organe, ça peut aussi être indicatif du fait que les cellules de cette région peuvent être différentes de ce qu'on retrouve dans d'autres
zones de l'organe. Ben justement, parlant de cellules, est-ce qu'on pourrait se servir des principes de cette élastographie-là, de faire vibrer quelque chose pour capter les mouvements dans des images successives, pour étudier quelque chose d'aussi petit qu'une cellule? Le professeur Van Houten, avec d'autres scientifiques de Montréal notamment, est effectivement en train de développer de nouvelles techniques d'élastographie microscopique, donc de la microélastographie, en plaçant des cellules dans des micropipettes pour y générer des vibrations. Il nous explique ici le concept. En principe, on utilise la même technique qu'on utilise pour l'élastographie normale ou clinique, où on va faire passer une vibration, une sorte de déformation dans la cellule. On va faire une image, ici typiquement en utilisant la microscopie, pour faire une image de cette déformation dans la cellule. Et basé sur cette information, sur la déformation, on est capable de déduire la rigidité, la distribution de rigidité dans la cellule. Par exemple, on va voir, OK, voici le noyau qui est un peu plus rigide que le cytoplasme, etc. Et donc là, on est en train de développer ces techniques-là parce qu'on peut même voir, OK, dans une cellule, c'est quoi les différentes rigidités des différentes structures, mais aussi comment ces rigidités, comment cette structure va changer avec différentes activités que la cellule va faire. Alors ici, on ne parle pas de gros appareils d'imagerie par résonance magnétique, mais plutôt de microscopes et de caméras optiques qui prennent des séries d'images à très haute fréquence. Elijah Van Houten et d'autres chercheurs, dont Guillaume Flé et Guy Cloutier du Centre de recherche du CHUM, ont publié des résultats prometteurs de l'utilisation de cette technique de microélastographie appliquée à des ovocytes de souris. On parle ici de médecine reproductive. C'était dans la revue PNAS en avril 2023. Ils ont été capables non seulement d'observer la rigidité des ovocytes, mais aussi leur viscosité et d'en produire des images. Or, la viscosité des ovocytes pourrait être un biomarqueur intéressant à prendre en compte quand vient le temps de déterminer lesquels pourraient être les plus viables pour d'éventuels traitements en lien avec l'infertilité. Et comme c'est une technique qui n'est pas invasive, ça permet aussi de préserver l'intégrité de la cellule. Intéressant. Donc, l'élastographie du gros foie à la toute petite cellule, de belles avenues de recherche pour le futur. Merci, Gino. Plaisir. Pour vos questions de science et vos commentaires, écrivez-nous à lumière@radio-canada.ca. Jean-François, je vous retrouve. Vous nous parlez cette fois-ci d'un article dans la revue Nature qui décrit comment les pluies diluviennes qui ont frappé le Brésil cette année, ça a bouleversé la vie des paléontologues. Oui, la vie de bien des gens là-bas, il faut le dire, dans la région. Là, on est loin de l'Amazonie et de ses camus-camus. Là, la région tout au sud du Brésil, du Rio Grande do Sul. Les pluies torrentielles début mai ont causé là des inondations catastrophiques. Il y a eu des victimes, il y a eu des millions de personnes affectées par tout ça. Mais toute cette eau-là a effectivement eu des effets extraordinaires pour les paléontologues. Parce que ça a mis au jour quantité de fossiles, les restes pétrifiés de 35 animaux disparus, incluant un spectaculaire squelette qui s'est avéré être l'un des plus anciens dinosaures du monde. En fait, quand le déluge s'est abattu, les chercheurs racontent qu'ils se doutaient que ça allait révéler des trésors. Alors, ils se sont rendus rapidement sur leur site de fouille, à 300 km à l'ouest de Porto Alegre. Et ils ont effectivement trouvé là un hérérosaure de 233 millions d'années, un grand dinosaure carnivore bipède, le premier super prédateur chez les dinosaures à qui les théropodes, comme le tyrannosaure, ont succédé. Alors, un énorme spécimen de 2,5 mètres, l'un des mieux conservés jamais trouvés. Super occasion donc de science qu'offre la pluie diluvienne comme ça pour les archéologues brésiliens. Mais là, ça présente des défis aussi. Oui, pas le temps de trop célébrer parce que c'est, vous le disiez, une course contre la montre. Il faut extirper tous ces trésors de la boue, de l'eau, avant que les pluies qui continuent, parce que ça continue, les endommage. Alors, ils craignent de ne pas avoir le temps de sauver tous les fossiles des plus petits animaux, moins photogéniques que les gros, moins spectaculaires peut-être, mais aussi importants pour comprendre la biodiversité de l'époque, les dynamiques de l'écosystème, tout ça. Et puis, qui viennent de gros dinosaures ou de tout petits animaux, là, les spécialistes s'inquiètent du sort des petits os.
parce qu'ils sont les plus susceptibles d'être perdus avec les pluies, les coulées de boue, les inondations. Alors, dans l'article, on donne l'exemple de petits os des oreilles de petits reptiles qui peuvent ne faire que quelques millimètres de long, mais qui peuvent en dire long sur le cerveau, sur les capacités, l'intelligence de ces animaux-là, dans la mesure où on peut les retrouver. Et plus ça trempe longtemps, moins on a de chance de les retrouver. Effectivement, d'où cette course contre la montre au Brésil. Est-ce que c'est une situation qui résonne ici aussi en Alberta, là où on trouve aussi beaucoup de fossiles de dinosaures, par exemple? Pour le savoir, je joins François Terrien. Il est conservateur en paléoécologie des dinosaures. C'est au Royal Tyrrell Museum of Paleontology. Bonjour, Monsieur Terrien. Oui, bonjour. Ce que vivent les Brésiliens maintenant, c'est un peu du déjà-vu chez vous. Oui, tout à fait. Ici, en Alberta, on a vécu un événement similaire en 2013. Ça a été les grandes inondations du sud de l'Alberta. On a eu une grosse période d'orage qui a été combinée avec la grande fonte des eaux, des neiges, c'est-à-dire qui avait lieu dans les Rocheuses. Et c'est ça, ça avait chassé plein d'eau dans les rivières et ça avait même inondé la ville de Calgary. Les gens se souviendront probablement que le Stampede avait été annulé cette année-là parce que c'est ça, toute la ville avait été inondée. Alors, c'est ça, il y a eu beaucoup d'inondations le long des rivières dans le sud de l'Alberta. Et qui dit le sud de l'Alberta parle de beaucoup de badlands et de formations rocheuses qui sont exposées le long des rivières et où on trouve beaucoup de fossiles. Alors, il y a eu beaucoup de fossiles qui ont été révélés à cause de ces pluies torrentielles-là. Et tout le monde en trouvait à l'époque, même des résidents, pas seulement des scientifiques. Oui, tout à fait. Cet été-là, on a été chanceux. Il y a beaucoup de gens qui continuaient à faire leurs activités après que l'inondation soit terminée et ils commençaient à découvrir des fossiles qui avaient été délogés ou même érodés par les rivières qui avaient sorti de leur lit. Et même, il y a des fameuses histoires d'un couple dans le sud de la province, dans la région de Fort Macleod, qui était allé à la pêche et qui avait découvert ce qui se trouvait à être un squelette quasi complet d'un petit dinosaure à cornes qui avait été arraché des bancs de la rivière lors de l'inondation. Alors, il m'avait contacté, j'étais allé sur le terrain et j'ai été totalement surpris de voir que ça, un squelette quasi complet avait été arraché dans un bloc qui avait été sorti de la falaise. Alors, ça a été juste le début, la pointe de l'iceberg. Les gens allaient faire de la randonnée, allaient pêcher, allaient faire du kayak. Et puis, partout où ils allaient, il y avait des fossiles qui avaient été révélés. Donc, pour les années qui ont suivi, le gouvernement de l'Alberta a décidé d'investir dans un programme pour essayer de déterminer quel avait été l'impact des inondations sur les ressources historiques, c'est-à-dire sur les fossiles, mais aussi sur les sites archéologiques, pour voir si certains de ces sites avaient été endommagés ou bien peut-être même d'autres sites qui avaient été révélés par l'érosion. Et c'était un programme qui a eu lieu pendant environ 5 ans où des équipes sont allées sur le terrain. Ils ont couvert 250 kilomètres de rivières sur 12 différents cours d'eau et ça a résulté à presque 400 sites qui ont été découverts, près de 300 fossiles qui ont été ramassés. Et parmi ceux-là, on trouve bien entendu des petits fossiles réguliers comme des dents ou des os isolés, mais il y a aussi des spécimens réellement exceptionnels qui ont été découverts comme un crâne de dinosaure à bec de canard et aussi probablement ce qui s'est trouvé à être le plus gros crâne de Triceratops jamais découvert au Canada qui est maintenant en exposition au Musée royal de Tyrrell. Donc, ça a été réellement la preuve que des événements climatiques comme ça peuvent réellement avoir un impact sur les ressources fossiles. Bon, impact positif, quand on vous entend, François Terrien, n'empêche qu'il faut aussi, une fois que tout ça est dévoilé par les événements extrêmes, se dépêcher pour protéger tout ça de l'érosion et de la dégradation. Oui, tout à fait, parce que ici en Alberta, ce sont les pluies, mais aussi la fonte des neiges qui sont les grands agents d'érosion qui ont lieu. Donc, c'était réellement une course contre la montre pour essayer de récupérer, d'identifier ces sites-là, de récupérer le plus de fossiles possible avant que la nouvelle fonte des neiges arrive. Mais aussi, on ne savait pas si c'était d'autres inondations pouvaient avoir lieu. Habituellement, on a de grosses inondations, je dirais environ peut-être à chaque
4 ou 5 ans, mais une inondation à l'échelle de ce qu'on a vécu en 2013. Ça, c'était ce qu'on appelle une inondation de 100 ans, donc qui se produisent réellement plus rarement. Mais avec les changements climatiques, on ne sait jamais. C'est possible que ces événements-là deviennent plus fréquents. Alors, c'était réellement une course contre la montre pour essayer de récupérer tous ces fossiles-là avant qu'ils soient endommagés, emportés par la rivière ou peut-être même juste simplement recouverts par des sédiments. Fort intéressant de voir le point de vue en Alberta de ces événements. François Terrien, merci encore. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, merci. François Terrien, donc conservateur en paléontologie des dinosaures au musée Royal Tyrrell de paléontologie. Pour réécouter nos entrevues et nos reportages, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio ou sur la page web des Années-Lumière. Vous avez été nombreux à réagir la semaine dernière à notre émission. Beaucoup de réactions, entre autres, d'auditeurs impressionnés par ce qui est arrivé à un de nos auditeurs aussi, qui a découvert un possible cratère d'impact. Alors, beaucoup d'entre vous nous ont envoyé ce que vous pensez être peut-être d'autres cratères d'impact. On a transmis ça aux chercheurs que ça pourrait intéresser. Merci de nous écrire. lumière@radio-canada.ca. On aime bien vous lire. Vous avez été aussi beaucoup d'auditeurs à réagir au reportage de Jean-François Boutillette qui nous parlait des microplastiques qui se logent insidieusement dans notre corps, dans notre cerveau. Marie-Pierre Elie, des réactions, ça a suscité une question aussi. Oui, question de Blaise Tardif qui se demande s'il serait possible de rendre plus solidaires les atomes qui constituent le plastique dans le but d'éviter justement de répandre ces nanoparticules de plastique partout dans l'environnement. Autrement dit, produire des plastiques plus durables qui ne se dégraderaient pas et qui donc n'auraient pas ce potentiel de s'accumuler partout dans notre corps, jusque dans notre cerveau. C'est ce que nous apprenait Jean-François la semaine dernière avec une image assez frappante, merci, celle du cerveau d'un adulte moyen qui contiendrait l'équivalent de près de 2 cuillères à usage unique. Et cette question des microplastiques-là, on le sent, c'est un peu partout, c'est de plus en plus préoccupant. Ben oui, parce que les recherches s'accumulent, un peu comme le plastique, et il ne se passe pas une semaine sans qu'on soit confronté à de nouvelles données, que ce soit les cuillères dans le cerveau ou les bonhommes Lego, l'équivalent de la carte de crédit de plastique qu'on avale chaque semaine. Oui, je m'en souviens, oui. Bon, puis ça, ce sont que les soucis, disons, anthropocentriques liés aux microplastiques, mais il ne faut pas oublier tous les animaux marins qui en ingèrent continuellement parce qu'eux, ils s'approvisionnent en quelque sorte directement à la source. Chaque année, ce sont plus de 9 à 14 millions de tonnes métriques de plastique qui se retrouvent dans les océans et on s'attend à ce que cette quantité-là triple au cours des 20 prochaines années. Et beaucoup de ce plastique-là va devenir du microplastique. Ça se passe comment, cette transformation-là? Bien, il existe énormément de types de plastique différents. Chacun a ses particularités, mais leur point commun, c'est qu'ils sont fabriqués à partir de polymères, c'est-à-dire des longues chaînes de molécules qui se répètent. Des polymères, ça existe aussi dans la nature. Par exemple, la cellulose, le principal constituant des plantes, c'est un polymère. L'ADN, c'en est un autre. Les protéines sont des polymères. Mais le plastique, lui, c'est un matériau synthétique qui est fabriqué à partir de polymères qui sont surtout dérivés du pétrole ou du gaz naturel. Et pour transformer le macroplastique en microplastique, il y a plusieurs processus qui peuvent entrer en jeu. Bon, certains plastiques sont pas mal micro en partant. On pense par exemple aux microbilles qu'on retrouve dans certains produits, là, par exemple les exfoliants pour le visage, les dentifrices, les gels douche. C'est vrai. Nos vêtements synthétiques faits de polyester, de nylon ou d'acrylique, par exemple, libèrent des microfibres de plastique quand on les lave. Mais les gros objets de plastique, comme les bouteilles, les sacs ou les emballages, se font graduellement dégrader par des processus mécaniques ou chimiques. Des exemples? Mais on l'a dit, une bonne partie des plastiques finissent par se retrouver dans l'océan, où ils vont être soumis à la fureur des vagues, des marées, des courants qui les fragmentent et qui les érodent progressivement. Ça, c'est une dégradation purement mécanique. Les rayons ultraviolets jouent aussi un gros rôle dans la dégradation des plastiques en brisant
les liaisons chimiques des polymères, ça les fragilise et ça accélère leur fragmentation. Il y a aussi les variations de température et l'oxydation qui peuvent entrer en jeu. Même les micro-organismes comme des bactéries ou des champignons, de manière beaucoup plus lente, peuvent attaquer la surface des plastiques et contribuer à leur dégradation en microplastiques. Bon, microplastiques qui, et c'est là le problème, vont peut-être se dégrader complètement, mais ne pas disparaître. Un peu à la différence de matériaux comme le papier, comme le bois, par exemple. Bien, c'est ça. Dire jamais complètement, on le sait pas trop parce que, en tout cas, certainement pas se dégrader dans un délai qu'on pourrait qualifier de raisonnable. D'accord. On va dire ça comme ça. Et ce qui est quand même très étonnant, c'est que le plastique est omniprésent dans nos vies, mais finalement, on en sait assez peu sur sa biodégradation. Un exemple, les estimations pour la durée de dégradation complète d'un sac de plastique varient de 10 à 1000 ans. Oh, la Donc, fourchette! ça a le spectre très large. Le problème, c'est qu'observer le processus complet de dégradation du début à la fin, c'est à peu près impossible pour la plupart des plastiques parce que leur durée de vie est trop longue. En laboratoire, dans des conditions contrôlées, on a pu observer les processus qu'on évoquait plus tôt, comme l'exposition aux rayons ultraviolets, à la chaleur, au stress mécanique, mais pas voir de nos yeux voir, là, par exemple, un sac de plastique se volatiliser complètement. Bien, pas se volatiliser, là, mais dans le sens de se dégrader en composants entièrement assimilables ou inoffensifs pour l'environnement. Ce qu'on sait, c'est que oui, le plastique se dégrade en particules de plus en plus petites et que contrairement à des matériaux organiques comme le papier ou le bois qui peuvent être complètement biodégradés par des micro-organismes dans des délais assez courts, de quelques semaines à quelques années, les polymères qui constituent le plastique résistent aux assauts des micro-organismes, même si, on l'a dit, quelques-uns d'entre eux apportent, dirions-nous, une modeste contribution à leur dégradation. Et il faut dire que le plastique, là, c'est une réalité bien nouvelle sur notre planète. Hein? Sa production en grande quantité date de même pas 100 ans. Et les micro-organismes n'ont pas vraiment eu assez de temps pour, au fil de l'évolution, apprendre, si on veut, à le digérer pour le réduire à des composés fondamentaux comme le dioxyde de carbone et l'eau, de la même manière qu'ils font avec la matière organique qui, elle, est là depuis plusieurs centaines de millions d'années. Mais Marie-Pierre, ça existe quand même des bactéries qui mangent du plastique, non? Oui, mais disons qu'il faut leur donner un gros coup de pouce pour les rendre plus gloutonnes si on veut espérer qu'elles soient un jour aussi efficaces pour décomposer le plastique qu'elles le sont pour décomposer la matière organique. Il y a plusieurs équipes qui travaillent là-dessus un peu partout dans le monde. On a eu une grosse percée en 2016 quand des chercheurs japonais ont découvert dans les boues d'une usine de recyclage de bouteilles de plastique Ideonella sakaiensis, une bactérie capable de décomposer un type bien précis de plastique, le polyéthylène terephthalate ou PET. L'entendons-nous, son appétit est loin d'être assez grand pour qu'à elle seule, cette petite bactérie-là représente la solution à l'immense quantité de bouteilles de plastique qui se retrouvent dans l'environnement. Mais c'est une découverte qui a quand même donné un gros élan à la recherche dans ce domaine-là. Et on a trouvé, entre autres, dans les années qui ont suivi l'identification de cette chaire Ideonella, un champignon capable de décomposer le plastique dans un dépotoir au Pakistan et aussi d'autres bactéries avides de plastique dans un site pétrolier aux États-Unis et dans des sols envahis de déchets de plastique en Allemagne. En laboratoire, donc, maintenant, on essaie de développer des lignées de bactéries encore plus voraces que celles qui se retrouvent naturellement dans l'environnement et qui vont pouvoir dégrader le plastique des centaines, là, voire des milliers de fois plus rapidement que leurs comparses. Mais c'est quand même loin d'être la panacée, il faut le dire. Là. On est loin, loin, loin des applications concrètes à grande échelle parce que la plupart des plastiques ne figurent au menu d'aucun micro-organisme connu. Évidemment, relâcher des micro-organismes génétiquement modifiés dans la nature, même avec les meilleures intentions du monde pour qu'ils aillent se gaver de plastique, ça suscite évidemment des inquiétudes, sans compter qu'en dégradant le plastique, ils risquent de relâcher dans l'environnement des additifs souvent toxiques qui entrent dans leur composition. Bon, on n'est pas sorti du bois. En tout cas, on n'est pas sorti du plastique de ce côté-là. Ça nous ramène à la question de notre auditeur, M. Tardif. Est-ce qu'on pourrait simplement concevoir des plastiques plus durables, des plastiques qui résistent à la fragmentation en microplastiques, plutôt que de continuer à s'acharner, à essayer de les faire disparaître complètement? Bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, alors qu'on est chaque semaine, on le disait, confronté à de nouvelles données épeurantes sur les microplastiques, oui, c'est logique de se dire pourquoi ne pas essayer de créer des plastiques très stables qui deviendront jamais là, de ces microplastiques qui vont aller se loger dans nos cerveaux et qu'on essaie désespérément de rendre plus appétissants pour des micro-organismes génétiquement modifiés. Sauf qu'on le fait déjà, par exemple, avec le PVC, qui est un des plastiques les plus durables.
Le problème, c'est qu'une des solutions privilégiées pour rendre la structure des plastiques plus résistante à la fragmentation, c'est l'ajout d'agents stabilisants. Mais ces additifs-là, on vient de le dire, peuvent fuir dans l'environnement. Donc, ça crée un autre problème d'écotoxicité. On peut aussi envisager d'autres méthodes, là, des technologies intéressantes pour rendre les liaisons atomiques plus résistantes. Il y en existe plusieurs, par exemple des traitements physiques plutôt que chimiques ou même des polymères autoréparants. C'est prometteur, mais ça reste coûteux à mettre en place à grande échelle. Et surtout, ces plastiques-là sont souvent plus difficiles à recycler. Donc, encore une fois, là, on n'y échappe pas. En réglant un problème, on a le potentiel d'en créer d'autres. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'objectif, là, oui, ça devrait être non seulement d'avoir moins de microplastiques dans l'environnement, mais idéalement, là, sans doute, moins de plastique tout court. Réduire à la source. Merci, Marie-Pierre. Plaisir. Sur Ici Radio-Canada Première, vous écoutez Les Années-Lumière, votre magazine d'actualité et de culture scientifique. Dans sa chronique la semaine dernière, Renaud nous en glissait un mot. Des études, des enquêtes démontrent que le nombre de rétractations dans le monde de la publication scientifique est en forte augmentation. De 2009 à 2023, ce nombre serait passé de 1000 rétractations par année à plus de 10 000. On parle même de 14 000 rétractations par année. Résultat, on retrouve parfois des publications pour lesquelles la moitié des articles qui sont cités en référence ont fini par être rétractés avec les années. À quel point est-ce que ça fragilise la science, que ces milliers de rétractations? Une réflexion qu'on soumet à notre collaborateur Yves Gingras. Bonjour Yves. Bonjour. Directeur de l'Observatoire des sciences et des technologies, historien, sociologue des sciences à l'Université du Québec à Montréal. Bon, des rétractations, ça fait partie du processus de publication et de l'avancement des connaissances en sciences. Il y en a toujours eu, mais là, il y en a beaucoup plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. D'abord, effectivement, en un sens, il y a de mes collègues qui disent c'est une bonne chose. Ça démontre que le système scientifique d'évaluation par les pairs fonctionne. Parce que si on rétracte, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps de gratter l'article. Même s'il est paru, on a encore le temps de trouver des erreurs. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est bien connu. Depuis, en gros, le début des années 2000, il y a une croissance exponentielle, en gros, donc très rapide, du nombre de rétractations. À mon avis, il faut quand même rappeler que l'argument le plus habituel, c'est quand même ce qui est devenu une vision néolibérale de la recherche à partir des années 90 qui font qu'il y a une pression à publier. C'est le fameux « publish or perish », publier ou périr. Et dans la rétractation, il faut faire attention, il y a des articles qu'on cite après qu'il a été rétracté. Là, c'est un problème. Ça veut dire si on les cite puis ils ont été rétractés l'année dernière, il y a un problème. Mais il y en a qu'on a cités avant qu'ils soient rétractés. Et là, le problème se pose de dire, est-ce qu'il faut que je retourne lire mon article pour voir l'effet de cet article maintenant rétracté sur mes résultats? On comprend l'effet boule de neige de tout ça, mais ça fait partie de la démarche scientifique. Il faut s'appuyer sur des études qui sont existantes pour réaliser d'autres études. Mais là, si une étude est rétractée, 1, 2, on peut imaginer que ça n'invalide pas des résultats qui sont nouveaux. À partir de quand est-ce qu'on peut considérer que ça devient problématique? Est-ce que c'est quoi, 20 des études citées, 30 50 Effectivement, on ne peut pas donner un chiffre a priori, mais j'ai une information qui peut être intéressante. Moi, j'ai fait avec mon équipe un article en 2015 qu'on a appelé « La distribution invariante des références dans les publications scientifiques ». Donc, on a pris un grand nombre de revues, là, et on montre qu'au fond, l'essentiel des références dans un article se trouve dans l'introduction et dans la conclusion-discussion. Et que dans les méthodes et dans les résultats, au fond, il y a très peu de références. Pourquoi? Parce qu'on débute en disant, oui, comme Gingras l'a montré, ou comme tel chercheur l'a montré, ou aller lire aussi, parce qu'on veut s'assurer d'avoir toutes mis les références, au cas que l'évaluateur dise, ouais, ben là... il m'a pas cité. Il m'a pas cité. Donc, on se débarrasse dans l'intro de plein d'affaires. Et on en reprend un certain nombre, peut-être en conclusion, pour dire, ah ben oui, j'en ai parlé au début, mais ça confirme ça ou ça l'infirme. Donc, il faudrait qu'on regarde, dans les cas où les articles rétractés sont cités beaucoup dans un article, si ces 12 ou 13 textes-là sont dans l'intro. Mon hypothèse, c'est que dans ce cas-là, souvent, c'est ce qu'on appelle des perfunctory citations, donc des citations optionnelles que j'appelle toujours les voir aussi. On les a lus, mais on les met par précaution. Donc, on cite
le maximum pour avoir la paix, je dirais. Mais surtout dans l'introduction, peu dans le corps, de la méthodologie de l'article et ensuite dans la conclusion. Mais ça, c'est vrai pour certaines sciences. Est-ce que c'est différent quand on change de domaine de recherche? Ah ben ça, c'est clair que le vrai problème ici, c'est qu'il faut regarder ça par domaine. Ce genre de rétractation fréquente, on voit qu'ils sont surtout dans le domaine biomédical. C'est pas un hasard. C'est le domaine où la pression néolibérale, c'est ces gens-là qui publient 120 articles par année. Donc, je ferai attention beaucoup plus au domaine biomédical et je ferai attention aussi dans le cas des méthodes. Parce que si je cite une méthode qui a été rétractée, ça veut dire qu'au fond, j'ai pris pour acquis des résultats qui, là, me servent. Par exemple, si je dis j'ai pris un thermomètre de tel type, puis j'ai mesuré 50 affaires avec, puis après, on s'aperçoit que ce thermomètre a un défaut intrinsèque, bien, là, le résultat tombe à l'eau. Là, évidemment, biomédical, c'est assez dur, entre guillemets, comme science. Quand on parle de psychologie, de sociologie, de méta-analyse, c'est autre chose aussi que les citations et les études rétractées. Exactement. Donc, le plus important, c'est bien sûr les méta-analyses, parce qu'eux, ils ne sont fondés que sur des articles. Donc, une méta-analyse dans laquelle il y aurait, disons, 2 ou 3 articles aujourd'hui rétractés, il n'y a pas de doute, elle doit être revisitée pour vérifier le poids qu'avaient ces articles-là dans la conclusion finale. D'ailleurs, le groupe Cochrane a une méthodologie qui dit lorsqu'un article est rétracté, il faut aller voir s'il a été dans une de nos méta-analyses et si oui, on reroule les statistiques pour voir si, effectivement, ça a un effet. Parce que, justement, ces articles qui sont parfois rétractés se sont insinués dans ce qui est devenu des a priori, ce qui est reçu comme des vérités. Et puis, des fois, il faut revoir ces vérités-là parce qu'on revoit un peu la base sur laquelle on les a fondées. Oui. Un très bel exemple qui est paru tout récemment dans le numéro du 5 septembre de Nature, c'est un article signé par 13 chercheurs qui remettent en doute une notion répétée par la Banque mondiale, par les Nations unies, qui dit que 80 % de la biodiversité mondiale se retrouve sur des territoires autochtones. Donc, eux disent, cette histoire-là, on a retracé les origines de ça. C'est faux sur toute la ligne. Donc, ils disent, il faut cesser de répéter ça. On a mal interprété, c'est comme une rumeur. Quand ça commence au début, c'est précis. Après 3 coins de rue, la rumeur est fausse. Mais donc, la rumeur, la science est perméable à ce qu'on pourrait appeler une rumeur? Et non, à mon avis, oui. Et ça, c'est fondé sur le biais de confirmation. Parce que lorsqu'on nous confirme une chose qui est bonne, par exemple, comme on aime les Autochtones, on dit « Ah oui, c'est eux qui sont les curateurs de la nature. » Et c'est le discours officiel des porte-paroles. Donc, on dit « Ah oui, donc 80 %, donc il faut travailler avec eux. » Au lieu de vérifier. Puis quand on vérifie, on a l'air mal placé. D'ailleurs, il est très intéressant que cet article de Nature, signé par 13 auteurs, on voit qu'ils sentent marcher sur des œufs parce qu'ils disent explicitement dans l'article, écoutez, on n'est pas contre les groupes autochtones. La preuve, c'est que dans notre article, 3 se déclarent autochtones. Alors qu'ils ont juste à démontrer que cette connaissance-là n'est pas valide. Et ça se trouve dans d'autres domaines, parce que c'est un biais de confirmation que j'appelle moral. On ne revérifie pas une étude qui nous fait plaisir. En psychologie sociale, ça pose des problèmes aussi, parce qu'on dit, il y a des biens conscients, puis il y a des méthodes. Et il y a un professeur de Harvard qui avait mis au point une méthode que lui-même a dit, mais est mal utilisée par les gens de RH qui commencent à nous dire qu'il y a des biens inconscients dans plein de domaines avec un test qui ne mesure pas vraiment ça. Oui, qu'on le voit en entreprise, les biens conscients qu'on peut avoir. Exactement. Et là, donc, ce test-là a été invalidé par son propre créateur, mais ça roule encore. Oui, parce que les gens y verront pas. Et surtout que ça les confirme. Ils croient tous que des biens conscients. Et si je vous ouvrais une boîte noire qui dit ça mesure les biens conscients, j'ouvrirai pas la boîte noire. Ce problème du biais de confirmation, à mon avis, est très important. Bon, est-ce qu'il y a des solutions? Parce que là, il y a une escalade des rétractations. Où est-ce que ça peut s'arrêter? Il y a plusieurs approches. Une approche qui est plutôt technique. Bon, on sait maintenant qu'on a des détecteurs de plagiat. On a aussi maintenant des bases de données de papier rétractés. Et donc, il y a des algorithmes. J'ai mon collègue Guillaume Cabanac qui est à Toulouse qui a mis au point justement un algorithme qui est accessible à tous gratuitement. Tu mets ça là-dedans, tu vérifies. Tu dis, OK, donc je peux citer cet article-là, il n'est pas rétracté. Le problème, c'est que je ne commencerai pas à vérifier à chaque année si les articles que j'ai cités ont été rétractés. Il y a quand même des limites. Puis le problème encore plus grave qui fait qu'on va avoir un problème encore plus important que celui simplement des articles rétractés, c'est maintenant les articles doivent être révisés par ChatGPT parce que des informations ont trouvé que leur propre article soumis n'avait pas été évalué par des chercheurs, mais avait été évalué par ChatGPT. Et il l'avait trouvé de façon assez simple parce qu'on a ce qu'on appelle justement avec un algorithme que Guillaume a mis au point, les phrases torturées. Lorsque dans un texte, vous trouvez des phrases bizarroïdes, c'est qui ont été écrites par ChatGPT, qui n'est pas plus intelligent que rien. C'est un algorithme qui répète des phrases dont il ne sait pas le sens.
Donc, on a des techniques informatiques, mais on oublie dans tous ces articles-là de Science et Nature, la chose qui curieusement, on ne mentionne pas assez souvent, alors que moi, je le répète, vous le savez, à chaque semaine, c'est que la solution, c'est ralentir. Oui. Si on interdit aux scientifiques de publier 20 articles par année, puis qu'on lui dit, si tu en fais 5, tu vas avoir ta promotion quand même, il est certain que les rétractations vont diminuer et les fraudes vont diminuer parce qu'on ne se sentira pas obligé de publier 50 articles dans une revue scientifique. Toujours éclairant de vous entendre, Yves Gingras. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vous pouvez écouter les entrevues et les reportages des Années-Lumière en direct ou en rattrapage sur l'application Radio-Canada Audio. Microplastique encore, en tout cas un peu, parce que mon prochain invité a sursauté en écoutant les Années-Lumière la semaine dernière. Lui aussi a trouvé assez saisissante cette équivalence de 2 cuillères jetables en microplastique qui se retrouvent dans notre cerveau. Pourtant, si quelqu'un connaît bien le cerveau, c'est bien David Fortin. Bonjour, Monsieur Fortin. Oui, bonjour, Sophie-André. Vous jouez à Sherbrooke, vous êtes neurochirurgien, neuro-oncologue, chercheur à la faculté de médecine à l'Université de Sherbrooke. Vous dirigez le laboratoire de recherche sur les tumeurs cérébrales. Effectivement, si quelqu'un connaît bien le cerveau, c'est vous. Et ça, même, cette présence de microplastique dans le cerveau, ça vous a interpellé? Moi, c'est le 1,5 de 1% en termes de poids. Ça m'a interpellé beaucoup parce qu'on sait qu'il y a de nombreux processus pathologiques qui sont directement reliés à l'inflammation. Mm-hmm. Puis, j'imagine à la dégradation de ces matériaux de microplastique-là au niveau de certains tissus, dont le cerveau. Bien, ça doit être extrêmement pro-inflammatoire et donc promoteur de plusieurs pathologies, dont des pathologies dégénératives. Ça vous a interpellé assez pour que dans vos prochains livres, vous en parliez des microplastiques, parce que, en attendant, il y en a quand même un nouveau livre. Vous publiez aux presses de l'Université du Québec, Le cerveau, l'univers dans votre tête, pour nous montrer finalement ce qu'on ignore encore à propos de ce fabuleux organe. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment l'organe l'objet le plus complexe de l'univers, le cerveau? Vous le mentionnez, ça, dans votre livre. Ben oui, absolument. Vous avez 100 milliards de neurones dans votre cerveau. Ces neurones-là font jusqu'à 100 000 connexions entre eux pour une moyenne de 10 000, ce qui fait que vous avez 4 fois 10 à la 15. Ça, c'est 4 suivis de 15 zéros connexions ou synapses dans votre cerveau. Et pour rajouter un élément à ça, ces synapses-là sont toujours en mouvement, sont toujours en train de changer tout au long de votre vie. Il y a des études qui démontrent que ce processus, qu'on appelle la plasticité cérébrale, demeure actif même chez les octogénaires. Donc, tout le long de votre vie, votre cerveau change. Ça, c'est à dire qu'il n'y a jamais eu un cerveau identique dans toute l'histoire de l'humanité, ce qui est fascinant. Là. C'est fascinant. C'est aussi fascinant quand on regarde dans le cerveau, comme vous le faites, David Fortin, que quand on regarde vers l'infiniment grand. Oui. Et c'est comme ça que vous commencez votre livre, avec ce vertige qu'on a devant l'infiniment grand, la naissance, la taille de l'univers, par exemple. Et vous faites des rapports, juste comme vous venez de le faire, avec ce qui se passe dans le cerveau. Bien, en fait, je me base sur un article qui est paru dans une revue qui s'appelle Frontiers in Physics. Le titre étant « The Quantitative Comparison Between the Neural Network and the Cosmic Web ». Ça, c'est 2 scientifiques italiens, un neuroscientifique et un astrophysicien, Dr. Vasa et Dr. Felletti, qui ont décidé d'étudier ces 2 grands systèmes que sont l'univers et le cerveau, et étudier la distribution de la matière dans ces 2 grands systèmes qui, lorsque ramenés à une même échelle, semble relativement similaire. Et moi, je trouve que cette comparaison-là, elle est extrêmement poétique. C'est fabuleux. Moi, personnellement, ça m'interpelle. Oui. Donc, il y a clairement un lien scientifique, mais il y a aussi un lien qui dépasse la science là-dedans. Comparer ces espèces de systèmes-là qui sont, en termes d'ordre de grandeur, diamétralement opposés. Là. Oui, on est dans le tout petit avec le cerveau, dans l'infiniment petit avec les synapses et les neurones, alors qu'on est dans l'infiniment grand. D'ailleurs, vous dites, David Fortin, on sort de la science. Effectivement, vous en sortez allègrement dans ce livre-là parce que vous flirtez beaucoup avec la philosophie, un peu avec la métaphysique. Vous regardez un peu ce qui se fait dans d'autres sciences pour nous raconter, évidemment, ce qui vous fascine
dans l'histoire du cerveau, dans son évolution aussi, parce que c'est un organe qui a évolué, bien sûr, comme toute la vie. Et vous nous entraînez dans un tourbillon, le tourbillon des origines du cerveau, qui passe des méduses au vers C. elegans, au ganglion, à la céphalisation. Pouvez-vous nous amener en accéléré dans cette évolution du cerveau? Oui, absolument. Les premiers systèmes neuronaux étaient tout simplement des systèmes composés de quelques neurones qui étaient connectés en réseau. Éventuellement, ces réseaux se sont spécialisés d'abord et avant tout en s'organisant sur un axe longitudinal. Et là, selon cet axe longitudinal-là, on a développé des concentrations de neurones plus importantes. Comme s'il y avait des nodes ou des nœuds. Des noyaux, oui. Exactement. Puis le noyau le plus céphalique, celui qu'on retrouvait à l'extrémité, qui est devenu la tête, est devenu le plus important. Puis l'idée, c'est qu'on voulait concentrer les neurones dans un même endroit pour accélérer la vitesse de transmission et de traitement de l'information et concentrer ça aussi dans un endroit où tous les organes seraient concentrés aussi. Donc la vision, l'audition, l'odorat, le goûter. L'autre chose, c'est que la tête, éventuellement, va développer la capacité de bouger, de tourner, et donc on est capable d'orienter nos capteurs dans des directions bien précises. Alors, l'idée de la céphalisation, c'est ça, hein? C'est de rapprocher les neurones importants pour leur permettre de traiter l'information rapidement, d'intégrer l'information en provenance de nos sens le plus rapidement possible. Et voilà, bingo, on est sur le chemin de la céphalisation de tous les mammifères, en fait. Et voilà, bingo, ça a l'air simple, mais on comprend que ça ne l'a pas été pour l'évolution du cerveau. Les explications sur le fonctionnement du cerveau, ça n'est pas simple non plus. On sent que vous êtes plus sympathique à certaines qu'à d'autres. Vous avez une certaine antipathie, par exemple, envers l'approche compucentrique. Qu'est-ce que c'est? C'est la comparaison trop facile entre le cerveau humain et un ordinateur. C'est une métaphore qui colle depuis les années 50 et dont on est incapable de se débarrasser, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Or, il n'y a strictement rien de commun entre un cerveau humain et un ordinateur. Juste à titre d'exemple, le cerveau humain, on l'a mentionné, avec les connexions qui sont toujours en train de bouger, est un organe extraordinairement dynamique, alors qu'un ordinateur, par définition, est relativement statique. L'autre chose, c'est dans le traitement de l'information. Hein. L'information est traitée de manière binaire dans un ordinateur, alors que nous sommes des appareils analogiques. Il n'y a rien de ce qu'on fait dans nos cerveaux qui est purement binaire. L'autre chose, c'est que je trouve qu'il y a un excès dans notre société à essayer de procéder à une rétro-ingénierie du cerveau en utilisant justement des concepts qui nous proviennent des sphères informatiques. Oui. Et ça, c'est une grande erreur. Il y a toutes les tentatives où on a essayé de reconstruire, de recomposer un cerveau dans un système informatique, toutes ces tentatives-là ont lamentablement échoué. Et dans le livre, je parle entre autres du Human Brain Project, qui est un projet européen auquel on a consacré la faramineuse somme de 1 milliard d'euros sur 10 ans et dont les prétentions étaient justement de reconstruire l'équivalent d'un cerveau humain de manière cybernétique. Et ce projet-là a complètement échoué. On n'y est pas. On n'y est pas parce que vous le notez aussi, vous le dénoncez aussi, David Fortin, on ne s'intéresse qu'à certaines parties du cerveau. Et ça s'appelle le corticocentrisme. Autre chose qui vous énerve. Oui, tout à fait. En fait, le cerveau est constitué de plusieurs éléments. On a tort d'en parler comme une collection de modules parce que le cerveau fonctionne de manière intégrée et intégrale. Ceci étant, pour l'étudier, on le décompose en composantes anatomiques. Et le cortex, c'est la surface du cerveau qui contient une grande majorité de neurones. Comme c'est à la surface du cerveau, le cortex, c'était la portion qui était la plus facile à étudier. Et au cours des dernières décennies, je vous dirais, c'est la portion qui a été le plus étudiée par les neuroscientifiques, alors qu'on a négligé tout ce qui était à l'intérieur du cerveau, ce qu'on appelle les noyaux profonds. Et ça nous a mené vers ce que j'appelle, moi, le corticocentrisme, où on a complètement oublié de traiter des noyaux profonds. Et on essaie justement, lorsqu'on tente de reconstruire un cerveau dans un ordinateur, on essaie de dupliquer, de reconstruire le cortex au détriment de tous les autres modules anatomiques du cerveau, ce qui est une grossière erreur. Qui sont profonds, mais pas nécessairement primaires, en tout cas, qui demeurent essentiels, même si parfois primaires. Pensez juste aux amygdales, aux hippocampes, qui sont des noyaux en profondeur dans votre cerveau et qui servent dans l'encodage de la mémoire. Or, que serait un cerveau sans mémoire?
Donc, les gens qui travaillent exclusivement à reproduire l'activité corticale négligent ces aspects-là. Et il y a des gens qui travaillent, vous le dénoncez, vous avez lu beaucoup d'études, beaucoup de livres, ça va de l'Antiquité jusqu'aux études les plus récentes. Et vous terminez ce livre avec un autre vertige, celui qui, parce qu'on a parlé de vertige au début avec la taille de l'univers et celle du cerveau et des synapses, comprendre la conscience. Est-ce que vous avez osé vous attaquer à un moulin? Est-ce qu'il y a une réponse à la question de ce qu'est la conscience? Il n'y a clairement pas de réponse. L'être humain s'intéresse à cette question depuis plus de 2500 ans. On ne sait toujours pas où est le siège de la conscience dans le cerveau. En fait, il y a même des gens qui remettent en question le fait que la conscience émergerait du cerveau. On ne sait pas, on ne s'entend pas sur une décision uniciste de ce qu'est la conscience. Alors maintenant, essayer de discuter de la conscience dans un contexte scientifique alors qu'on n'a même pas une définition qui répond en fait à tous ces attributs. Donc, la conscience, c'est un des plus grands mystères, au même titre que la création de l'univers, au même titre que l'apparition de la vie sur Terre. Et donc, évidemment, lorsqu'on aborde cette question, on déborde du côté métaphysique, on n'a pas le choix. La science nous largue un peu là, lorsqu'on parle de conscience, puis on doit explorer cette frontière entre science et philosophie, là. On espère que la science ne vous largue pas quand vous jouez dans le cerveau des gens, parce que vous êtes une des rares personnes à avoir accès directement, physiquement, au cerveau de vos patients, parce que vous voulez guérir des cerveaux qui sont malades. Est-ce que toutes ces lectures, toutes ces questions, ces livres que vous écrivez qui vont vers la philosophie et la métaphysique, ça a changé ce que vous pensez de l'organe sur lequel vous intervenez quand vous opérez, par exemple? J'ai toujours évidemment eu un très grand respect pour l'organe qu'est le cerveau, mais ce sentiment-là, c'est maintenant bonifié d'un mystérianisme. Je le trouve mystérieux, je le trouve extraordinaire. Je nous vois parfois intervenir sur le cerveau, enlever des lésions qui sont extraordinairement volumineuses et malgré ça, voir nos patients qui conservent leur conscience, l'unité de leur conscience, leur personnalité, qui vont combler les déficits qu'on va créer. Donc, j'ai de la misère à expliquer physiquement, lorsque j'interviens sur le cerveau, comment cet organe-là est capable de contourner les injures qu'on va provoquer et réussir à guérir, si vous voulez, différents types de pathologies. C'est un organe extraordinaire. Puis, rappelez-vous une chose, hein? Nous, on travaille avec des instruments relativement macroscopiques, mais dans 1 millimètre cube de cerveau humain, il y a 50 000 neurones, 130 000 synapses, connexions entre les neurones. Là, on parle d'1 millimètre cube, alors que nous, lorsqu'on travaille au microscope, on est du degré du millimètre, mais vous devinez qu'on ne capture pas toute la réalité de ces 50 000 neurones-là. Donc, il nous reste pas mal de travail à faire avant de comprendre cet organe-là. Tu travailles dans votre champ direct. Je rappelle que vous êtes neurochirurgien, neuro-oncologue. Vous dirigez le laboratoire de recherche sur les tumeurs cérébrales. On vous joint à Sherbrooke. Vous êtes aussi chercheur à la faculté de médecine à l'université là-bas. Auteur donc de ce nouveau livre, Le cerveau, l'univers dans votre tête. C'est aux presses de l'Université du Québec. Ça suit un autre, Le cerveau, une galaxie dans votre tête. On sent le filon. On sent qu'il y en aura d'autres. Comme un lien. Oui, peut-être. David Fortin, merci beaucoup. Merci à vous. Ici Radio-Canada Première. Du cœur aux idées. Après les années-lumière, ce sera l'heure du genre humain. On retrouve donc Monique Néron. Ça fait plaisir de vous revoir. Bonjour, Monique. Bonjour, Sophie-André. Plaisir réciproque. Alors, retour au travail, pour vous, ça vous a inspiré? Ça nous a inspiré, mais je dirais qu'on va parler de retour au travail à la suite souvent d'une épreuve ou d'une maladie ou d'une absence prolongée. Mais c'est aussi vrai pour les vacances. Guillaume Lambert sera là, notre collaborateur, pour nous dire que lui, il est bien content de ne pas prendre de vacances l'été. On va vous présenter un organisme qui intègre des gens qui ont des diagnostics de schizophrénie ou de symptômes psychotiques à réintégrer le marché du travail. Et mon invité aujourd'hui, Geneviève Evrel, entrepreneur émérite à la tête de Miss Sushi à la maison, en fait, qui a eu un diagnostic de cancer du sein à l'âge de 37 ans. Elle est enceinte de 34 semaines. Et ça a vraiment changé sa façon d'être une gestionnaire, finalement. Et ça a chamboulé son rapport au travail, bien sûr, elle qui devait retourner travailler très, très rapidement. Alors, on vous présente ça cette semaine pour notre retour au genre humain. On sera à l'écoute. Merci, Monique. Merci. Alors, je vous rappelle, je vous l'ai mentionné en début d'émission, mais le 29 septembre prochain, en direct depuis la maison de Radio-Canada à Montréal, la nouvelle maison de Radio-Canada à Montréal, on vous fera une émission toute spéciale pour célébrer les 30 ans des Années-Lumière. Émission spéciale en soi, bien sûr, mais encore plus spéciale parce que vous êtes invités à venir nous voir, à venir participer avec nous à l'émission en studio, avec l'équipe, bien sûr, avec les invités. Ça se passe donc entre midi et 14h en direct le 29 septembre. Vous êtes invités cordialement, mais il faut vous inscrire.
inscrire. radio-canada.ca/30 ans, c'est l'endroit où vous pouvez vous inscrire pour être des nôtres pour cette édition toute spéciale des Années-Lumière pour les 30 ans de l'émission. On s'arrête ici pour cette édition, cette semaine des Années-Lumière. Merci à l'équipe. À la technique aujourd'hui, Pierre Lévesque. À la réalisation, comme toujours, Sébastien Landry. Moi, c'est Sophie André-Blondin. À dimanche prochain.